Oui, je suis ravi de cette invitation parce que je trouve que la question que vous posez est à la fois une question, une permanence pour les scientifiques de se dire quel est le rapport à l'engagement et en même temps particulièrement aigu en ce moment sur tout un tas de questions, on le voit bien. Et moi, ce que je voudrais vous raconter, c'est depuis effectivement une perspective d'un think tank où je travaille depuis 12 ans, euh, en particulier un think tank dont la mission, la raison d'être, c'est de donner d'essayer de révéler des clés, d'identifier des clés et de les faire passer dans les décisions politiques sur comment déclencher la transition. Une transition qu'on a du mal à déclencher en ce moment en particulier. Enfin, ça fait un bout de temps qu'on a du mal, mais ça devient de plus en plus urgent. Euh, Peut-être juste me présenter en deux mots. Donc moi, j'ai été formé comme ingénieur, je suis fonctionnaire du corps des eaux et forêts. J'ai fait une thèse en sociologie de l'action publique avec Laurent Mermet sur des questions de prospective. Et ensuite, j'ai beaucoup bossé à l'interface entre politique publique et communauté scientifique, puisque j'étais au service de la recherche du ministère de l'écologie, puis sur une grosse opération de prospective qui s'appelait Agrimonde, sur laquelle je vais revenir pour l'INRA et le CIRAD sur les questions de sécurité alimentaire mondiale. Et ensuite, j'ai été dans pas mal de programmation, de comités de programmation de l'ANR ou de rapports d'experts pour la DG Recherche. Et donc à la fois la manière dont les questions de politique publique peuvent ou doivent alimenter l'agenda des financeurs de la recherche, et à l'inverse aussi comment est-ce qu'on peut se nourrir dans le service de la recherche du ministère de l'écologie qui n'existe plus malheureusement, comment est-ce qu'on peut se nourrir de pardon, qui n'existe plus, qui n'a plus les mêmes moyens qu'avant pour le dire comme ça, comment est-ce qu'on peut se nourrir des communautés scientifiques pour alimenter au mieux les politiques publiques. Un mot sur ces questions d'engagement à partir de l'exemple de ce travail-là de recherche qui était de la prospective, publié en 2009, qui s'appelle Agrimonde, et qui était l'idée de se dire, euh, après les crises d'explosion des prix agricoles sur les marchés mondiaux en 2007-2008 qui avaient créé des émeutes de la faim et des famines, il y avait il y avait beaucoup de travaux de recherche qui étaient orientés par le discours de la FAO sur pour nourrir la planète, il va falloir doubler la production agricole. Et donc, comme il faut doubler la production agricole, il faut absolument augmenter les rendements partout. Et donc, pour augmenter les rendements partout, vous avez deux discours en général qui suivaient ça, qui étaient un, l'environnement viendra après, et deux, les OGM sont la solution. Je m'excuse, c'est caricatural, mais vous voyez, c'est à peu près ce que décrivent les chercheurs en sciences et technologies, de sociologie de l'innovation, avec le mot de promesse technoscientifique. Ça, c'est pour Pierre-Benoît Joly, chercheur à INRAE, ou Sheila Jazanov des imaginaires. On cadre le problème, et à chaque fois qu'on cadre le problème, les solutions, vous voyez qu'il y a une espèce d'entonnoir qui nous amène vers des solutions uniques. Et donc, un des enjeux Agrimonde qui avait été poussé par INRA et CIRAD derrière les idées de Michel Griffon sur l'intensification agroécologique, c'était l'idée de dire, en fait, on peut complètement démonter chacun de ces argumentaires, et il est important de le faire parce qu'en fait, la manière dont on va cadrer nos questions de recherche va aussi faire exister des options dans la société. Et là, l'idée, c'était typiquement de dire, essayons de mettre des chiffres et des données scientifiques derrière un scénario où le monde basculerait vers l'agroécologie en 2050. Pourquoi est-ce que ça ne nourrirait pas la planète? Combien on peut nourrir d'êtres humains et d'animaux de bétail? Est-ce qu'on pourrait manger moins d'animaux du bétail? On avait ouvert toutes les questions. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, on est sur un exercice qui a mobilisé beaucoup de chercheurs. Les exercices de prospective sont généralement pas forcément de l'expertise parce qu'on peut les faire en recherche. Et ça serait vrai d'exercices de travaux de recherche, même s'ils ne sont pas à caractère prospectif. En fait, le simple cadrage de la question est déjà une forme d'engagement dans le débat sociétal. Alors, je fais du Latour sans le dire, et je fais du Latour moins bien que lui, évidemment, mais c'est juste pour dire que la manière dont on cadre nos questions, vous voyez bien que si on cadre les questions en disant il faut nourrir la planète, et donc il faut doubler la population mondiale, si on accepte ça, il faut doubler la production agricole mondiale. Si on accepte ça comme prémisse, comme cadre de nos travaux, et beaucoup de projets de recherche à l'ANR sur ces sujets commençaient par ça, en fait, on est déjà embarqué dans un cadrage spécifique de la question par la société, parce que nous, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, si on accepte aussi de faire rentrer la question des régimes alimentaires dans l'équation de nos scénarios futurs, c'est pas sûr qu'on ait besoin de doubler la production agricole mondiale. Et donc, vous voyez, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, les formes d'engagement, on peut les trouver
pas forcément que dans les situations d'expertise, vous en avez forcément beaucoup discuté, mais on a beaucoup de travaux qui sont, en tout cas dans mon expérience, je trouvais que c'était extrêmement important de réfléchir à cette manière dont les cadrages même des questions pouvaient ensuite être très fortement en influence sur ce que sur la décision publique, parce que derrière ce travail Agrimonde, il y avait à la fois les priorités de la recherche agronomique internationale, où on cherchait à rentrer en opposition aux priorités que donnait la Fondation Gates, qui est le plus gros financier des centres agricoles internationaux de recherche pour les pays du Sud. Et puis, de l'autre côté, d'avoir fait exister un scénario alternatif, ça a commencé à ouvrir des marges de manœuvre dans la discussion sur les politiques européennes, sur la PAC. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête pour moi, premier cadre. Ensuite, je vais vous parler, maintenant ça c'était un peu pour vous parler d'où je viens et aussi de ce premier point important. Je voudrais essayer ensuite de vous parler de trois choses. L'IDRI, on est un think tank basé à Sciences Po qui travaille beaucoup sur les négociations internationales. Et je voudrais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce métier de think tank, comment ça se traduit et quel est le type d'expertise qu'on amène à partir d'un exemple négociation internationale et un exemple politique européenne. Donc j'aurai ces deux blocs-là et un troisième bloc qui vient de quelque chose d'un peu spécifique, qui est ma participation à la Convention citoyenne pour le climat en tant que membre du groupe d'appui, qui était un groupe d'experts. Et alors là, c'est pas tellement mon rôle de think tank, c'est juste cette espèce de situation d'expertise avec un processus délibératif. Ça me semblait, dans votre séminaire, absolument important d'essayer d'en dire un mot. Et il y a en plus des connexions que j'aurais envie de faire avec le reste de mon propos. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que l'IDRI. Si vous avez des questions sur notre statut, notre indépendance vis-à-vis de nos financeurs qui sont à la fois publics et privés, donc je veux bien qu'on rentre sur ce sujet-là, mais c'est pas celui que je vais aborder aujourd'hui. L'indépendance par rapport aux financeurs, je crois que vous allez en parler juste après, c'est une question absolument centrale. Moi, ce que je veux surtout essayer d'expliquer, c'est que l'IDRI, qu'est-ce qu'on fait dans les négociations climatiques internationales et comment est-ce qu'on interagit et quel type de recherche on mobilise pour essayer d'intervenir dans les négociations internationales. Au fond, un des métiers, un des ancêtres des think tanks, c'est le think tank des affaires étrangères britannique qui s'appelle Chatham House. Et l'idée, c'est qu'on rassemble autour d'une table Poutine et Zelensky pour parler d'un cas extrêmement actuel, et ils ne le font pas justement. On les rassemble dans une pièce fermée où on pourrait dire Arafat et Begin à Camp David. Et par rapport à ce qu'a fait Carter à Camp David avec Arafat et Begin dans la même salle en leur disant on ne sort pas d'ici si vous n'avez pas trouvé un accord, l'idée de think tank, c'est qu'on met sur la table une idée, un papier, un cadrage du problème ou une étude qui tout à coup va permettre à des acteurs qui des pays ou des représentants qui n'arrivent pas à trouver d'accord, on met sur la table une idée qui va étendre le domaine de négociation, qui va leur permettre un recadrage du problème et peut-être trouver une solution à cette idée-là. Et donc une des choses qu'on a fait nous en amont de la COP 21, ça a été de travailler avec un think tank chinois sur la question, alors là c'était un travail extrêmement, j'allais dire, technico-juridique en droit international et sur les systèmes de monitoring des inventaires de gaz à effet de serre, parce que la Chine disait de son côté, moi je refuse que la communauté internationale vienne contester ou surveiller si ce que je déclare dans mes inventaires d'émissions de gaz à effet de serre est la réalité, parce qu'elle a cette histoire d'ingérence, d'impérialisme au XIXe siècle où l'Occident, les pays occidentaux sont intervenus en Chine d'une manière absolument coloniale ou post-coloniale. Et donc, elle dit, moi, ma souveraineté, c'est que vous n'allez pas envoyer une commission d'experts internationaux pour surveiller ce que je raconte, mais évidemment que le reste de la communauté internationale n'avait pas envie de se faire balader par la Chine, voire n'avait pas complètement confiance non plus dans le système statistique, parce qu'on sait bien aussi que la Chine est particulièrement complexe et que Pékin ne sait pas tout ce qui se passe dans les provinces, même si on a l'image d'une Chine extrêmement organisée, planifiante, etc. C'est pas tout à fait vrai. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de coécrire avec un think tank chinois un document qui était là, un papier, c'est des juristes chez nous qui ont travaillé là-dessus, et des spécialistes des systèmes de mesure, pour essayer de montrer qu'on pouvait trouver des formes de mécanismes de déclaration qui permettaient de trouver une forme de crédibilité pour le reste de la communauté internationale, sans empiéter sur la souveraineté chinoise. Et tout l'enjeu, c'était que, co-signé par deux think tanks, un en Chine et un à Paris, ça donnait une certaine crédibilité. On l'a mis sur la table dans une pièce fermée où on avait à la fois des pays des autres régions du monde et puis des Chinois. Et ça a fait avancer les idées de telle manière qu'en fait, ils ont trouvé, pas forcément exactement la formule juridique qu'on avait proposée, mais un accord. Ça va vous paraître, pour ceux qui ne sont pas juristes,
quelque chose d'assez exotique parce que c'est effectivement du droit, ce qu'on a produit en termes d'expertise et de connaissances, mais c'est bien l'idée de mettre de la connaissance sur la table pour faire bouger les lignes dans le cas où on a des positions de négociation où il n'y a pas de zone d'accord commune, il n'y a pas de zone de recouvrement entre les positions des uns et des autres, et la négociation semble un jeu à somme nulle, sans solution, sans zone d'accord possible. Et là, tout à coup, avec une idée nouvelle, on peut changer les choses. L'autre élément qui me semble important, c'est que par ailleurs, on a aussi contribué avant la COP21 à animer un réseau de chercheurs qui travaillent sur les trajectoires de décarbonation profonde de l'économie. En fait, c'est des économistes de l'énergie, des modélisateurs en économie de l'énergie en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis, qui ont dit mon modèle ou les scénarios que je connais me permettent de dire oui, on peut construire une trajectoire à 2050 ou 2060 qui permet à l'Inde d'être neutre en carbone à la fin de la période. Et voilà sur quoi elle repose, quel changement structurel elle repose. Il faut voir qu'en gros, ce qui se passe, c'est que la communauté des économistes de l'énergie a beaucoup de mal, avec ses modèles en économie de l'énergie, à tracer ce genre de trajectoire qui permettent la décarbonation profonde. Mais précisément, tout l'enjeu, c'était d'animer une discussion avec une communauté de modélisateurs pour leur dire, en fait, si ton modèle ne permet pas de représenter une trajectoire de décarbonation profonde, est-ce que c'est que la réalité est têtue ou est-ce que c'est ton modèle qui ne peut pas représenter des changements structurels absolument, qui seraient ceux qu'on a besoin de faire pour la décarbonation? Et donc, on est dans un dialogue avec des modélisateurs pour leur dire, prends aussi ce recul critique, et on les a projetés dans une situation où, en partie, l'idée c'était de publier dans des revues scientifiques une trajectoire de décarbonation profonde de l'Inde, éventuellement non soutenue par son modèle d'économie d'énergie, mais complétée par des éléments quantitatifs ou d'analyse qualitative en recherche qui permettaient de montrer la solidité de cette trajectoire-là, même quand le modèle lui-même ne permettait pas de la représenter. Et puis on les positionnait dans un double rôle d'expertise, un rôle d'expertise auprès de leur gouvernement, parce qu'une fois qu'ils ont affiché ça, publié ça dans les revues scientifiques, tout à coup, le gouvernement indien ou sud-africain sait que cette trajectoire, elle devient crédible dans le débat politique public dans son pays. Et ce débat de politique publique, il est extrêmement scruté par toute la société civile internationale et par les pays donateurs, les pays du Nord, etc. Et donc, ce scénario devenait extrêmement politique. Et on a publié tous ensemble, avant 2015, un travail de synthèse qui permettait de dire, en fait, la logique bottom-up de l'accord de Paris, où chaque pays essaye de faire son maximum, elle peut exister parce qu'en fait, l'Inde et l'Afrique du Sud ne s'opposent plus à faire de la décarbonation profonde parce qu'ils se rendent compte que ça peut être compatible avec leurs objectifs de développement socio-économique. Donc voilà un peu le type de travaux qu'on a produits. Et pour rester dans l'actualité aujourd'hui, un autre exemple, un dernier exemple sur ce bloc-là de la négociation internationale, c'est la discussion sur la biodiversité. Vous savez qu'il y a donc une COP 15 de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique qui glisse dans le temps et qu'on n'arrive pas vraiment à stabiliser, mais on espère qu'elle finira par se tenir définitivement cet été, avec des négociations préparatoires sur quels sont les objectifs qu'on va se donner à 2030 en matière de protection de la biodiversité, et surtout comment est-ce qu'on va faire pour que ces objectifs qu'on se donne se traduisent par des plans nationaux qui aient vraiment un poids, qui changent vraiment les arbitrages de politique publique dans les échelles nationales, à peu près symétriquement à la question qu'on se pose sur la question climatique. Et un des enjeux clés, c'est la discussion sur quels peuvent être les objectifs en matière de pesticides. Et là, de la même manière, si on regarde ce que disent les scientifiques de l'IPBES, en fait, il faut réduire de probablement 50% ou 70% l'usage des pesticides là où ils sont très élevés, hein, comme en France. Sauf que du côté de l'industrie et de l'agrochimie, ils nous disent, nous, on sait faire jusqu'à moins 30%, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Parce qu'après, beaucoup plus loin, c'est des logiques de reconception totale des systèmes agronomiques, de reconception du métier de la protection des cultures. Et nous, notre business model ne marche plus dans ce sens-là. Aujourd'hui, ils vont jusqu'à, ces industriels de l'agrochimie, nous dire, notre problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à se projeter dans votre avenir d'un système agricole pro-biodiversité, parce qu'on n'a plus de chimie à vendre, et donc on n'a plus de business model. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, mais sous contrainte, dans un tout petit milieu, parce que c'est extrêmement difficile de savoir à quel moment on se fait balader par l'industrie agrochimique qui a une capacité de lobbying extrêmement forte et à quel moment on va vraiment pouvoir les amener sur un terrain d'une discussion réelle sur quelle est la réalité de ce qu'ils peuvent faire et comment est-ce qu'on pourrait les faire bouger, c'est de leur dire, OK, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous imaginer dans le monde de demain compatible avec les limites de la planète sur
la biodiversité. Est-ce qu'on peut imaginer sur 10, 20 ans, 30 ans la manière dont vous allez de toute façon changer de business model parce qu'il y a des choses qui arrivent autour du biocontrôle et de toute la biologie des virus, bactéries et autres champignons qui coexistent avec les plantes et qu'en fait la protection des plantes, la chimie doit devenir un dernier recours. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à votre business model de demain? Et vous voyez, j'essaie de nouveau de vous montrer quand on n'a pas de zone d'accord possible entre les industries des pesticides et l'ambition environnementale, est-ce qu'on peut essayer de parler du long terme et de la séquence de transformation vers le long terme pour essayer de trouver une zone d'accord possible? Ça, c'était le type de travaux qu'on fait. Et vous voyez que là, je vous parle de discussions avec des acteurs très spécifiques. Et donc, pour ce qui est de la légitimité qu'on a dans la société ou de la confiance que la société a en nous, je vous en ai pas beaucoup parlé. Je sais bien que c'est un des sous-titres de votre séminaire, mais il me semble qu'on pourra y revenir dans les questions. Je voudrais vous parler des questions européennes sur les politiques européennes. Et c'est mon autre slide. Évidemment que la question européenne, elle est très organisée par le Green Deal, où il y a énormément d'objectifs de très long terme, zéro pollution, protection de la biodiversité, neutralité carbone, neutralité climat à 2050, qui sont elles sont assez bien alignées à mon avis avec la logique des limites de la planète, mais elles supposent des trajectoires de transformation radicales par rapport aux tendances lourdes dans la plupart de nos secteurs économiques. Et donc, nous, ce qui nous semble à l'IDRI, c'est qu'on a une expérience en grandeur nature d'une politique publique européenne qui est bien conçue pour essayer de faire la transition dont on a besoin, mais on voit bien à quel point ça commence à devenir extrêmement difficile. Les industriels de l'agroalimentaire disent en fait les objectifs que vous nous donnez à 2030, c'est des objectifs qui ont à voir avec la décroissance de l'économie. On ne sait pas faire une trajectoire de croissance économique compatible avec les objectifs à 2030. Et nous, on leur dit, en fait, c'est peut-être pas ça la question, parce que les objectifs à 2030, on a besoin de les tenir pour aller vers la protection de la biodiversité, zéro pollution à terme. En revanche, quelles peuvent être les stratégies économiques qui peuvent être compatibles avec ce que vous devez faire? La complexité supplémentaire sur laquelle je veux attirer votre attention, quand on est un think tank qui doit travailler à Bruxelles, c'est qu'en fait, il y a la complexité d'une gouvernance européenne où on n'a pas vraiment un gouvernement, parce que le Conseil qui rassemble les États membres, les chefs d'État, les premiers ministres ou parfois les ministres de l'Environnement, est en fait souvent celui qui décide en dernière instance dans des deals qui sont passés entre les grands pays sur ce qu'on va faire. On l'a vu sur la politique agricole commune, le deal in fine est un deal de très faible ambition environnementale, et donc c'est très problématique. Et donc une des questions qu'on se pose nous, c'est que et avec les collègues chercheurs avec qui on travaille, par exemple sur les questions de la politique agricole commune ou de la stratégie de la fourche à la fourchette, la fameuse farm to fork, qui est extrêmement mise en cause par un certain nombre de groupes de pression du côté du secteur agroalimentaire. La question qu'on se pose, c'est il faut qu'on ait non seulement une capacité à convaincre la Commission européenne, mais qu'on convainque par les mêmes arguments, de manière coordonnée, le gouvernement français, le gouvernement allemand, le gouvernement polonais, les Italiens, les Espagnols et les Roumains, pour ne citer que quelques grands pays qui haussent la voix en matière agricole, et que donc on est obligé de penser des stratégies d'intervention où le surcroît de connaissances qu'on veut essayer d'amener dans le débat public pour le faire pivoter. Vous voyez que c'est un peu comme ça qu'on réfléchit à l'IDRI, et c'est ce que je vous disais dès le début sur la prospective Agrimonde, comment un surcroît de connaissances peut faire changer la nature du débat pour essayer d'aller vers quelque chose qui soit plus constructif en matière de déverrouillage de la transition. Et on est obligé de le faire dans un espace politique qui est extrêmement fragmenté par la diversité des langues, par la diversité des configurations politiques entre entre la France, la Pologne, l'Espagne et l'Allemagne. C'est pas du tout les mêmes manières de poser les problèmes. Et donc et en même temps, si on fait pas ça de manière coordonnée, il n'est pas vrai que ça peut se décider uniquement au Parlement européen et à la Commission européenne. On a besoin de faire bouger le Conseil. Et donc c'est un plateau de jeu stratégique extrêmement compliqué. Et donc il faut qu'on pense de concert une stratégie, la production d'une connaissance solide, utile, légitime et crédible pour faire bouger les débats politiques, et en même temps la stratégie et la tactique de la manière dont on joue les différents échelons de gouvernance et la diversité des espaces politiques à travers l'Europe. Un point qui me semble important, pardon, je sens que je suis évidemment un petit peu trop bavard parce que je voulais vous raconter trop d'exemples à la fois. Je vais être sur la question européenne. Un point qui me semblait important, on a développé un scénario qui dit
Bah, regardez, ça, il s'appelle TIFA, son petit nom c'est TIFA, 10 Years for Agroecology. On a 10 ans pour faire la transition agroécologique si on veut être à l'objectif d'avoir une agriculture compatible avec le climat et la biodiversité en 2050. Et là, on parle bien de l'échelle européenne. C'est un scénario qui a dit, parce que la plupart dans le débat politique européen, on disait mais ce scénario ne marchera pas agronomiquement, parce que vous pourriez plus boucler les cycles de l'azote si vous réduisez la part des animaux et si vous passez en bio. Et donc on leur a dit mais non, l'agroécologie, c'est en fait aussi jouer sur la demande, on a moins d'animaux, donc on a plus de végétal, puis finalement on a des protéagineux. Donc on a essayé de montrer biophysiquement que ça pouvait fonctionner, et puis maintenant on essaie de montrer aussi comment socio-économiquement ça peut fonctionner. Ce que je veux souligner, c'est que là, de ce côté-là, notre relation avec les instituts de recherche, INRA, CIRAD, AgroParisTech et d'autres, c'est qu'en fait on pose des questions, on construit, nous, un espèce de tableau Excel qui essaye de décrire à quoi ressemblerait cette Europe de 2050 agroécologique avec des données solides, mais qui ne sont pas dans une logique très innovante d'un point de vue de la modélisation. Et ensuite, ce qui a été extrêmement intéressant, c'est qu'on s'est fait conseiller par un conseil scientifique de chercheurs dans les différents labos, qui nous ont dit, mais d'ailleurs, ce scénario que tu décris, en fait, il réinterroge notre propre question de recherche, parce que typiquement, les économistes agricoles faisaient des modèles offre-demande et ils se disent, pour bien représenter votre scénario, il faut qu'on ait des modèles d'offres où on comprenne la question de la transformation structurelle du modèle agronomique de l'exploitation et qu'on fasse ça pas tout de suite avec des prix qui nous mettent en contact avec les modèles de demande, et du côté de la demande aussi qu'on comprenne quels sont les déterminants des transformations du régime alimentaire, sans tout de suite la mettre en relation avec la question du coût du côté de l'offre. Et que c'est bien en fait une nouvelle forme de modélisation qu'ils sont en train d'essayer d'inventer, suite au fait qu'on a posé un scénario comme ça pour les raisons du débat politique. Et je trouve que c'est intéressant de voir que dans notre relation think tank avec les instituts de recherche, il y a aussi cette part de retour sur l'agenda de recherche. Le dernier point que je trouve très important, c'est qu'en fait, dans cette logique du Green Deal, on est bien en train de se dire, sur beaucoup de ces secteurs et de ces politiques, on veut déclencher des moments de transformation des politiques publiques qui ne sont pas tout à fait nouvelles. Et je dirais la même chose sur la politique du climat en France, hein, c'est ce que dit à peu près le Haut Comité sur le climat. En fait, on a besoin de pouvoir comprendre pourquoi et sur quoi on bute depuis tant d'années pour déclencher la transition, que ce soit la réduction des nitrates en Bretagne ou la capacité à réduire les émissions des gaz à effet de serre du secteur des transports en France. On a là des sujets, des points durs sur lesquels beaucoup de politiques publiques ont été tentées. Et que ce soit dans l'IPBES sur la question de la réduction des pesticides ou sur, en France, alimenter le Haut Comité sur le climat avec des évaluations des politiques publiques, en fait, on voit bien que la partie analyse des politiques publiques, c'est-à-dire une évaluation des politiques publiques passées qui permettent de comprendre qu'on n'a pas rien fait dans le passé, et je ne parle pas uniquement du quinquennat du président Macron, je parle vraiment depuis 40 ans ou 50 ans que la question environnementale est posée de manière aussi forte. On a eu plein de politiques publiques qui ont en partie amélioré la situation, qui n'ont pas été capables de déclencher les transitions ou les transformations dont on parle, et on a des choses à apprendre de nos échecs passés, de nos tentatives, de notre mise en œuvre des politiques publiques, et souvent, cette part d'évaluation des politiques publiques, elle est d'une part pas suffisamment présente dans le débat de politique publique. En France, on dit Macron a rien fait ou Macron a tout fait. En général, j'apprécie la qualité technique de tout ce que dit Yannick Jadot sur les sujets de transition écologique. Hier, il a dit, pour des raisons de campagne qu'on comprend bien, que le président Macron n'avait rien fait. Et en fait, ça n'aide pas complètement le débat parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles Macron a fait des tentatives qui n'ont pas marché et dont il va bien falloir apprendre si on veut essayer de franchir enfin une étape décisive dans le prochain quinquennat. Donc, il y a quelque chose pour moi qui est important du côté de la qualité de l'évaluation des politiques publiques dans le débat politique français. Elle est aujourd'hui pas suffisamment, pas bonne. Et d'autre part, je pense aussi que dans les grands exercices de collecte de la science dans un but d'expertise, par exemple à l'IPBES, il n'y a pas cette partie analyse des efforts passés pour réduire les pesticides. Si on se donne en 2030 un objectif de réduction de 50 à 75% des pesticides à 2030, il va bien falloir qu'on raconte, nous les Français, pourquoi sur Ecophyto, ça fait depuis 2008 et le Grenelle de l'environnement qu'on s'est donné des objectifs de réduction, de division par deux des pesticides, et pourquoi ça n'a pas marché. Pardon, j'ai mon minuteur qui me dit qu'il faut que je m'arrête. Et donc cette question de l'évaluation des politiques publiques, pour moi, elle est extrêmement importante.
Je tiens à souligner que c'est évidemment à Sciences Po, il y a des tas de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, mais il me semble que l'évaluation des politiques publiques, c'est pas uniquement chez les politologues. C'est vraiment un exercice interdisciplinaire qui vaut la peine d'être compris en se disant comment est-ce qu'on va aider le débat politique à mieux comprendre les blocages et les verrouillages passés et comment est-ce que, à partir de ça, on va essayer de bâtir les politiques de transformation de demain. Alors, je me tourne vers Jean-Jacques. Vous pouvez aborder la troisième partie en quelques minutes. Ça marche. C'est important, la Convention citoyenne. Merci beaucoup. Alors, j'avais prévu de... Ça, c'était juste quelques slides sur le modèle TIFA, mais je suis désolé, ça ne me paraît pas important de vous présenter les chiffres, mais c'est notre scénario de transition agroécologique. Convention citoyenne pour le climat. Là, en fait, donc moi, je vais pas détailler toute la convention. Il faut se rendre compte que la question de l'expertise a été extrêmement, peut-être pour des bonnes raisons, mais elle a été traitée chemin faisant uniquement. C'est-à-dire que, contrairement aux jurys citoyens de 12 personnes qui ont un peu un format standardisé, où on construit dès l'amont un programme de formation et de discussion avec les experts et de la contre-expertise, mais tout ça est organisé en amont. Dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, le comité de gouvernance a décidé de laisser les citoyens, une fois investis du mandat qui leur avait été donné de réduire de 40%, de définir le programme de mesures pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France à 2030, c'était à eux de dire de quelle expertise ils avaient besoin. Et donc c'est chemin faisant qu'a été inventé un groupe d'appui comme une expertise d'accompagnement embarquée avec les citoyens, qui posait plein de questions alors tout était réglé en matière de déclaration d'intérêt. Ça a posé quand même beaucoup de questions sur est-ce qu'on a réussi à créer suffisamment de pluralité et de pluralisme, et c'est pas tout à fait vrai. On était tous plutôt des experts engagés pour la transition, mais néanmoins avec une forme de déontologie renvoyée à notre posture personnelle et aussi à la sagacité des citoyens qui quand même, il ne faut pas les prendre pour des canards sauvages, savent bien entendre d'où on parle et avec quelle perspective on parle. Et donc, l'idée, c'est de se dire, en fait, on n'était pas pluraliste, mais on avait la charge, avec 12 personnes ou 14 dans ce groupe d'appui, de pouvoir aiguiller les citoyens vers l'expertise ou vers les controverses. Et notre déontologie, ce pourquoi on avait signé, c'était de s'assurer qu'on leur dise la diversité des écoles de pensée, la diversité des solutions proposées, dès qu'ils avaient une question, un problème sur lequel ils se sont dit, non, on n'est pas experts, il faut que vous nous renseigniez sur ce qui se dit sur tel ou tel sujet. Alors, il y a eu beaucoup de débats après la Convention citoyenne, notamment du côté des acteurs économiques et des lobbies économiques, en disant, finalement, les experts ont lavé le cerveau des citoyens. Et je voudrais juste essayer de dire qu'au fond, s'il y a bien quelqu'un qui a réussi à emporter l'assentiment des citoyens, c'est Valérie Masson-Delmotte. Elle a fait une conférence au début qui a bouleversé les citoyens et qui a effectivement emporté le sentiment que le changement climatique était effectivement quelque chose sur lequel il fallait absolument agir. Et je pense qu'effectivement, le pouvoir du scientifique à ce moment-là est extrêmement fort, et tant mieux, j'allais dire, mais on ne peut pas dire que ça a été par manque de contre-expertise, parce que je ne vois pas ça n'aurait absolument pas eu le sens d'essayer de chercher un sombre climato-sceptique à mettre en face de Valérie Masson-Delmotte. Donc ici, pour moi, s'il y a bien un moment où les scientifiques ont embarqué les citoyens, c'est celui-là. Et il y avait des citoyens climato-sceptiques au démarrage, mais après avoir entendu Valérie Masson-Delmotte et quelques autres, ils ont été convaincus qu'il fallait agir. Maintenant, sur comment agir, là, il y a eu quand même toute une mise en scène de débats contradictoires. Mise en débat contradictoire avec des experts qui n'étaient pas tous académiques. Moi, je ne considère pas que je suis pas complètement académique, mais j'ai fait un boulot d'académisation, de renvoi aux communautés de recherche et leurs éventuelles controverses, discussions sur lesquelles ils n'étaient pas forcément d'accord. Et puis surtout, il y avait des acteurs qui étaient là. Moi, quand j'ai présenté les enjeux de la question alimentaire à la Convention citoyenne pour le climat, je parlais à la fois devant la FNSEA et devant devant la Fondation Nicolas Hulot. Donc, c'est un peu comme au GIEC, si vous voulez. Quand Jean-Charles Hourcade, qui est depuis longtemps dans le groupe 3 du GIEC, quand on rédige le résumé pour décideurs, il y a un expert qui a été nommé par l'Arabie Saoudite. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr qu'on va être extrêmement vigilant sur la qualité académique et le backing scientifique de la moindre phrase et la moindre virgule. Donc, moi, tous mes mots étaient scrutés par le monsieur de la FNSEA en face. Donc, je me sentais plutôt dans une situation où la question du pluralisme ou de la contre-expertise n'était en fait pas forcément très problématique. Le point qui était pour moi extrêmement compliqué, c'est qu'en fait, de nouveau,
sur cette question, les citoyens en fait étaient amenés à dire il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, il y a déjà beaucoup de politiques qui ont été tentées. Il y avait sur l'alimentation les états généraux de l'alimentation et la loi Egalim, et en fait il fallait les aider à parcourir tout un travail de comprendre qu'est-ce qui bloque dans les politiques publiques, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire changer le système agricole et le système alimentaire. Et sur ce sujet-là, à vrai dire, c'est pas facile de trouver l'expertise scientifique dans les communautés académiques qui permettent d'avoir réponse à toutes les questions. Je vous en cite un exemple. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que parmi les chercheurs en sciences, parmi les chercheurs sur la participation qui ont observé la Convention citoyenne, il y a un chercheur qui s'appelle Simon Beckland qui m'a observé, qui a observé ma posture d'expert et qui me dit en fait, il y a un moment, donc je n'ai pas vu tous ces papiers, donc il y a probablement des choses qui critiquent sur là où j'étais borderline en matière de déontologie et de posture personnelle, parce qu'on fait quand même ça un peu au jugé, mais il m'a notamment dit, là où tu t'es planté, c'est que les citoyens avaient une énorme question sur l'agroalimentaire. En fait, il parlait des consommateurs et des agriculteurs, mais en fait, les industries agroalimentaires, moi, j'avais pas fait le boulot de leur dire là, il y a un gros sujet de politique publique parce que je n'avais pas connaissance et je n'ai pas connaissance aujourd'hui de travaux extensifs sur comment est-ce qu'on peut réguler l'industrie agroalimentaire. Ça existe, hein, mais on peut pas dire que ça soit. Il y a les travaux de Louis-Georges Solaire qui ont été extraits et de Gilles Tristram qui ont été super importants sur ce sujet, qui décrivaient les stratégies de l'industrie agroalimentaire, mais j'avais pas quelque chose de tout cuit pour les citoyens, donc je leur en ai pas trop parlé au début. J'aurais probablement dû si j'avais eu plus de temps de préparation. Et in fine, ils se sont retrouvés à faire des propositions où ils ont dit il faut éliminer les additifs et les produits ultra transformés, ce qui n'était pas suffisamment intelligemment pensé vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. Et donc là, cette partie-là a été balayée avant même les négociations avec le gouvernement, hein, juste par le fait que ça n'avait pas l'air suffisamment solide. Et je pense que là, une des erreurs, c'est qu'on aurait dû créer de manière beaucoup plus systémique, de créer le programme d'expertise qui serait nécessaire pour accompagner les citoyens là-dessus. Sauf que on a là un trou dans la communauté des politiques publiques pour moi, la communauté académique sur les politiques publiques, qui sont ceux qui regardent qu'est-ce qui peut se faire en matière de régulation de l'industrie agroalimentaire au-delà des instruments de taxation qui sont ceux que les économistes regardent. Comment intervenez-vous pour mettre en place un dispositif de dialogue, justement? Parce que j'imagine que la connaissance ne suffit pas. Il faut ensuite organiser la discussion de manière constructive pour que des gens qui s'opposent puissent arriver à trouver un dialogue. Alors, ce soit le cas pour l'exemple de la Chine, mais aussi le cadre européen qui, en plus, est beaucoup plus fragmenté. Comment procédez-vous? Est-ce que votre rôle d'expert va jusqu'à l'organisation, finalement, de la discussion constructive? Merci beaucoup, Jean-Jacques. En fait, ça, c'est si on est bon, et on n'est pas toujours bon, c'est ça le métier du think tank, effectivement. C'est-à-dire, le métier du think tank est moins de produire lui-même la connaissance que de savoir comment la présenter, comment dire, la connaissance dont je parlais tout à l'heure, pour être un peu précis, c'est bien des manières, la plupart du temps, c'est l'idée qu'on pourrait recadrer le débat, ouvrir des nouvelles dimensions pour que les gens trouvent un accord. Et donc cette connaissance-là, cette capacité à penser différemment un sujet, elle peut très bien venir de sciences de la nature, elle peut venir de sciences sociales critiques, enfin il y a plein de manières de la créer, et généralement c'est pas le think tank lui qui a l'idée lumineuse qui permet de recadrer un débat, c'est en s'alimentant de tout ce qui est produit dans les communautés académiques, la frontière de la connaissance, etc. La frontière des disciplines scientifiques ou des idées ou des cadrages des problèmes dans les différentes disciplines scientifiques. Et tout le travail artisanal du think tank, c'est de se dire, maintenant que j'ai ça, quel peut être le pays à qui je vais donner la parole en premier, d'avoir un peu une analyse du jeu d'acteurs, de quels sont les pays progressistes, et enfin le progressiste conservateur, c'est une dichotomie qui est assez terrible en ce moment, hein. Sur les questions de transition, c'est un peu comme ça que je vous propose comme de regarder le problème. Quels sont les pays qu'on pourrait avoir? Et tout l'enjeu, c'est aussi de se dire, si on est bon, c'est de imaginer comment on va pouvoir créer des coalitions innovantes, c'est-à-dire par exemple sur la question des politiques agricoles, comment est-ce qu'on pourrait prendre un pays de l'Est qui soit plutôt positif pour une proposition ambitieuse en matière environnementale, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver dans le secteur agricole par exemple, jouer l'élevage contre les éleveurs qui sont peut-être intéressés plus par nos discussions aujourd'hui sur la biodiversité contre les céréaliers. Vous voyez que je rentre dans un débat qui est extrêmement stratégique et donc on doit forcément être orienté par quelle est ma boussole éthique quand je fais ce boulot-là, puisque je vous raconte ça de manière extrêmement stratégique.
La boussole qu'on a à l'IDRI, je ne sais pas si ça va vous suffire comme explication, et on pourra y revenir, c'est notre horizon normatif, c'est qu'on est transpartisan, mais que on est convaincu que la transition ne se fera pas sans des transformations structurelles. Et donc, on veut déclencher ces transformations structurelles. Et à ce titre-là, on range les acteurs en fonction de ceux qui sont prêts à envisager ces transformations plus radicales et ceux qui traînent des quatre fers. Et c'est ça qui nous oriente. Donc, on a bien un horizon normatif. Et pour l'instant, c'est comme ça qu'on gère le fait que on est effectivement, une fois qu'on a dit ça, on est en train de jouer un jeu avec les progressistes contre le statu quo. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut que les statu quo perdent, il va falloir les compenser, etc. Mais on est bien dans une logique extrêmement de pensée stratégique que normalement les chercheurs ne se permettent pas de manière aussi explicite, qui n'ont pas besoin de prendre de manière aussi explicite. C'est une expertise d'intervention qui nécessite de prendre appui sur certains acteurs et d'organiser un jeu d'acteurs, comme vous disiez. Donc c'est effectivement très complexe et c'est pas forcément évident quand on n'est pas dans ce registre-là de comprendre vraiment toute la finesse de ce travail, mais c'est passionnant. Alors on va prendre quelques questions du chat. Alors Benjamin Buclet, je crois, le nom n'est pas tout à fait. Ici, c'est ça. C'est ça, Benjamin Buclet, c'est ça. Donc vous dites que vous demandez si à l'IDRI a des productions. Bah oui, il y a des productions dans le monde académique, alors sous forme d'articles. Alors c'est des articles qui sont publiés sur le site de l'IDRI, hein, il y en a beaucoup. Et la question qui est posée, c'est quelles précautions doivent être prises par rapport au contrat avec vos clients d'un côté et l'éthique de recherche de l'autre. Merci beaucoup pour cette question. Alors, effectivement, nous, on a un type de production principale qui est qu'on appelle des briefs, c'est-à-dire des 4 pages, c'est-à-dire des policy briefs avec des recommandations. La nature de ce papier, c'est pas juste qu'il est court, c'est que il est formulé en fonction des termes des termes qui sont utilisés dans le débat de politique publique. Même si parfois il est moins intelligent que celui qui est dans le débat, que les termes du débat académique, l'idée c'est vraiment de faire le travail d'entrer depuis la configuration des problèmes dans le débat de politique publique et d'aller amener des éléments de connaissance dans ce sens-là. Et donc, entre un article scientifique et un policy brief, c'est pas juste un travail de synthèse, c'est un travail aussi de traduction dans les termes tels qu'ils sont utilisés dans le débat de politique publique. Par ailleurs, on recommande à la plupart des gens qui travaillent chez nous de participer à des publications académiques. Je dis participer parce que la plupart du temps, ce qui est intelligent, c'est de le faire avec des labos avec qui on travaille. Et donc, parce que derrière cette capacité à faire des publications scientifiques, il y a 2 choses. D'une part, notre connaissance académique. Je pense qu'aujourd'hui, l'IDRI, dans la galaxie des think tanks, qui est extrêmement hétérogène, a la chance, pas la chance, on y travaille, hein, mais a la chance de ne pas être considéré comme un think tank partisan, ni comme un think tank bidon, parce qu'il y a aussi des think tanks extrêmement bidons, il y a des gens qui parlent à la télé au nom de think tank de toute nature, et donc on a cette reconnaissance d'être ancré dans un travail avec les communautés académiques et de l'analyse scientifique. Et puis, c'est parce qu'on a cette reconnaissance-là qu'on peut aussi participer à des consortiums européens et être en partie financé par la DG Recherche. Pour la DG Recherche, on est un centre de recherche. Hein. En France, on n'est pas un centre de recherche, on n'est pas évalué par le HCERS, parce que si on devait faire ça, on perdrait notre capacité à passer du temps à écouter comment parlent ceux qui négocient les politiques. Et donc, tout l'enjeu, c'est que nous, on ne cherche pas à éviter d'être évalué par le HCERS, parce que éviter d'être évalué, c'est généralement pas faire du bon boulot, mais éviter ça pour se donner une ambition d'avoir de l'impact sur les politiques publiques. Et c'est pas facile pour les collègues ici, qui s'amusent beaucoup, hein, qui font plein de choses hyper intéressantes, mais réussir à montrer qu'on a de l'impact, c'est une autre exigence assez importante. Et ensuite, la relation avec les clients. Alors, on est une fondation reconnue d'utilité publique. On n'a jamais de contrat de prestation. On ne va pas sur des appels d'offres à caractère commercial. En revanche, on est financé sur projet par la DG Recherche et par des fondations philanthropiques, comme la Fondation européenne pour le climat, ou le Children's Investment Fund, qui sont des fondations qui ont une ambition de peser sur les politiques publiques pour qu'elles soient ambitieuses sur le climat. Et là encore, je me permets de le dire dans votre séminaire, la politique européenne des pêches a été changée parce que le Pew Research Center, financé par des philanthropes américains progressistes sur l'environnement, ont réussi à faire bouger la politique européenne des pêches. Donc d'un point de vue de la démocratie européenne et de la souveraineté, ça pose un certain nombre de questions. Du point de vue de l'ambition environnementale, on peut être content. Et nous, dans ce dispositif, si on peut avoir de l'argent de philanthropes américains
pour faire notre mission de la transition, on est content aussi. Mais vous voyez que c'est quand même, c'est important d'avoir ces choses en tête. En revanche, du côté de nos financements des acteurs publics et privés français, que ce soit le Quai d'Orsay ou une entreprise française qui nous finance, et ils nous financent sur une logique de dons et de subventions, pas dans une logique de prestation. Tout l'enjeu pour nous de ces relations avec le Quai, l'AFD ou des entreprises comme EDF, c'est que plus on est proche d'eux dans une logique où ils nous financent et où on a besoin de comprendre quels sont leurs enjeux stratégiques pour que ce qu'on fait ait un sens stratégique, soit pas à leur service, mais un sens stratégique pour eux, ben ça nous rend aussi plus intelligents de la manière dont les questions sont négociées par ces acteurs. Et on est dans une tension permanente d'indépendance vis-à-vis d'eux. Le but, c'est qu'aucun d'entre eux n'est un donneur d'ordre individuel. En revanche, EDF nous finance. Le jour où on a envie de dire que le nucléaire, c'est mal, il va falloir qu'on ait énormément d'efforts, de travaux, moi je dirais sur la question des risques nucléaires, qui n'est pas quelque chose qu'on a travaillé, pour qu'on puisse affirmer ça dans un débat qui soit... on risque d'ailleurs de perdre le financement d'EDF si on le fait, mais il faudra qu'on assume les circonstances. Et donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans une logique d'indépendance totale, parce que c'est cette proximité avec nos financeurs qui est aussi le gage de notre pertinence dans le débat de politique publique. Ça ne veut pas dire que je pense que la seule manière de faire bouger la société, c'est cette proximité avec ces acteurs-là. Je suis très content qu'il y ait des Greenpeace et des attaques et d'autres voix dans la société pour essayer de faire bouger le système. En partie, je trouve que la question que vous posez, on pourrait la poser à des chercheurs en général. C'est-à-dire, dans quel cadre vous bossez. Enfin, c'est ce que dit un peu Latour, hein, parfois, c'est vous devriez clarifier le cadre dans lequel vous bossez. Et c'est compliqué parce qu'on ne sait pas toutes les hypothèses qu'il faudrait avoir. Donc ensuite, un élément, c'est qu'on essaye d'être le plus clair possible sur le fait qu'à l'IDRI, on n'a pas de conviction, on n'a rien à vendre sur le chemin de transformation, mais on est convaincu que si on veut être dans les limites de la planète, excusez-moi d'utiliser ce terme qui déjà pourrait faire controverse, hein, mais si on veut rester dans les limites de la planète à 2050, c'est des transformations structurelles et c'est celle-là qu'on veut déclencher. Donc ça, c'est notre point de vue normatif standard. Ensuite, et ça ne suffit pas à répondre à votre question. Ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être le plus clair possible sur est-ce qu'on se positionne en commentateur des scénarios produits par d'autres. Parfois, c'est ce qu'on fait. Sur le débat sur la transition énergétique en France, on est plutôt extérieur en disant regardez, voilà les différents scénarios et on essaye de donner du sens, voire de relégitimer les scénarios qui sont jugés peu pertinents par d'autres, etc., pour essayer de les faire exister. Dans d'autres cas, notamment sur les questions agricoles et alimentaires, on est nous-mêmes producteurs de scénarios et dans ces cas-là, on dit nous on choisit la transition agroécologique non pas parce qu'on a des actions dans le bio ou auprès de la Confédération paysanne on n'est pas la Confédération paysanne, on dit, si on est sérieux sur la biodiversité et le climat, pour l'instant, le seul modèle qui est à la fois bon pour le climat et la biodiversité, c'est un modèle qui se passe des pesticides et qui ensuite fait beaucoup d'efforts pour le climat. Et donc, essayons de voir si ça marche. Alors parfois, le secteur agricole nous dit, non mais attendez, il n'y a pas que le zéro pesticide, on pourrait en garder un peu. Nous, la question qu'on leur dit, c'est en fait, au bout d'un moment, la question, c'est pas zéro, mais c'est de passer le seuil où ça vous emmerde, le seuil où c'est très compliqué. Et donc, on essaie d'être le plus clair possible sur pourquoi est-ce qu'on va faire tel scénario, pourquoi est-ce qu'on va chercher les points qui dérangent. Maintenant, la question que vous avez, moi, je la trouve super intéressante, c'est comment est-ce que, dans certains cas, il y a des scénarios ou des ruptures ou des recadrages qu'on exclut pour rester en dialogue. J'ai deux éléments, je suis désolé parce qu'en plus il faudrait que j'aille vite, Pascal, attends, pardon. Deux éléments. Le premier point, c'est quand on a sorti notre scénario TIFA de transition agroécologique, il y a un très bon collègue et ami de l'INRA qui a beaucoup œuvré pour faire bouger l'INRA vers des questions beaucoup plus écologisées, qui m'a dit, en fait, ton scénario, c'est un scénario radical, il ne nous sert pas dans le débat politique, c'est un scénario d'extrémiste. Parce qu'on allait toute l'Europe agroécologique. Et donc ça veut dire que là, en l'occurrence, je pense que nous, on essaye quand même la plupart du temps d'essayer de mettre sur la table des scénarios qui vont chercher les questions qui sont problématiques pour dire mais on n'a pas de vision sur quelle est la bonne stratégie économique, mais justement, discutons-en. Comment est-ce qu'on peut construire une stratégie économique qui peut aller dans ce sens-là? Et donc, c'est tout à fait vrai que dans un certain nombre de cas où notamment les scénarios sont l'objet de débat, il y a un espace des futurs négociable.
C'est une doctorante qui s'appelle Sarah Lombroso qui a bossé avec moi sur ces questions est-ce que des scénarios prospectifs peuvent faire bouger le rapport de force dans un régime socio-technique aussi verrouillé que celui du système alimentaire dans le bassin parisien. En travaillant avec elle, on s'est rendu compte que dans un certain nombre de négociations, comme sur le projet agroécologique français, en fait, il y avait un pré-cadrage des scénarios acceptables, des scénarios négociables avec la FNSEA, par exemple. Et donc là, moi, j'aurais tendance à dire que nous, notre mission, ça serait d'éviter de se précadrer pour aller titiller les acteurs qui sont ceux qui résistent et pour aller les titiller là où ça fait mal. En revanche, ce qui est vrai, et que beaucoup de mes collègues à l'IDRI nous demandent de clarifier, c'est que nous, on considère aujourd'hui que typiquement, si on veut garder une capacité de dialogue avec les autorités publiques et avec les acteurs privés qui dominent aujourd'hui, on peut leur parler de sobriété, mais on ne peut pas leur parler de décroissance. Et donc, en gros, pour l'instant, nous on dit, regardons les aspects biophysico-chimiques et économiques dans le système capitaliste tel qu'il est, et voyons si on peut construire quelque chose de compatible avec neutralité carbone et vraiment protection de la biodiversité. Et au bout, je pense qu'au fond, ce qu'on va les amener à dire, c'est qu'en fait, dans le système capitaliste tel qu'il est organisé, avec le capitalisme par actionnariat, en fait, ça ne va pas marcher. Et que donc, il faudrait imaginer un scénario qui sorte de la manière dont l'économie est régulée aujourd'hui. Et donc, il s'avère, en réponse à Alexis, qu'effectivement, les scénarios, on ne construit pas des scénarios avec comme hypothèse de départ des révolutions dans la manière dont l'économie est gouvernée. Parce qu'on pense que ça ne va pas nous servir dans le dialogue de négociation et qu'il vaut mieux essayer de les amener là-bas de manière un petit peu différente. Mais en fait, je me demande si on a raison. Aujourd'hui, je me demande si on ne devrait pas commencer à avoir une autre tactique d'entrée en discussion. Donc, j'ai réalisé que j'étais le seul à ne pas être directeur ou directrice parmi les 3 intervenants. Et donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles mon analyse va être beaucoup plus pointue, en tout cas plus au niveau individuel, en termes de retour d'expérience par rapport à un projet entre la recherche et l'expertise, effectivement, pour lequel j'ai été sollicité et qui présente l'originalité pas uniquement d'avoir pour donneur d'ordre l'Office français de la biodiversité, donc une agence publique. En tant que chercheur, on a relativement l'habitude de travailler pour des organismes publics, mais qui a plus comme originalité, en tout cas me concernant, mon expérience, d'être coordonné non pas par un universitaire, mais par un grand cabinet de conseil international, hein, un des Big Four, pour ne pas le nommer, PricewaterhouseCoopers. Donc, c'est un peu de cette relation, de ce contact, et de l'expérience de ce contact dont je vais vous faire part ici, de dire qu'est-ce que ça fait un chercheur de se retrouver, bon gré mal gré, de savoir, dans cette situation relativement inédite pour lui et pour nombre de chercheurs, qui est celui d'être expert auprès d'un grand cabinet de conseil, dans un programme qui lui-même a pour finalité de guider la puissance publique, dans des politiques de transition environnementale. Donc, en termes de biodiversité et en termes de transition énergétique, pour être plus pointu. Voilà un petit peu le cadre général. Voilà, ça, ce sont les présentations. Oula. Alors, le problème, c'est que je ne vois plus ce qu'il y a à l'écran. Si. Non, il y a une partie que je ne vois pas. Il faudrait que j'arrive à déplacer les trucs de commande. Allez, je mets les commandes en bas, ça sera mieux. Donc, la première question qui m'est venue, je me suis aperçu, la première gêne que j'ai éprouvée lorsque j'ai été invité à participer à cette petite aventure d'être expert dans ce programme, eh bien, c'était déjà dans la formulation même de la question qui m'était posée, qui nous était posée, la formulation même du programme. Donc, je cite, c'est ce que j'ai mis en petit entre guillemets, la question était quels sont les leviers pour une meilleure intégration de la biodiversité dans les projets d'énergie renouvelable. Donc, on note, en tout cas pour tous ceux d'entre nous ici qui sont chercheurs, on note qu'effectivement, dans cette formulation même, il y a effectivement une posture qui est très orientée vers trouver des solutions, et ce qui, d'emblée, n'est pas quelque chose de façon naturelle pour un chercheur, même quand il s'improvise expert.
Alors, pourquoi est-ce que, d'emblée, j'avais une certaine gêne, sinon un embarras, dans cette formulation? Alors, premièrement, j'ai réalisé que mon métier, mon boulot en tant que chercheur, c'était pas de donner des solutions, contrairement à ce que notre ex-président d'université disait, il nous disait « je ne veux pas des chercheurs, je veux des trouveurs ». Mais en fait, le problème, c'est que pour des bonnes ou mauvaises raisons, on est formé pour questionner et non pas pour trouver, en tout cas en sciences humaines et sociales. Alors, questionner quoi? Questionner les idées reçues, questionner les impensés. Donc, ce qui, dans la philosophie dite postmoderne, c'est la déconstruction, hein, déconstruire les schémas de pensée qui semblent évidents, et justement trop évidents, pour essayer de reconstruire autre chose qui soit quoi? Qui soit plus en prise avec le réel. Et pour ça, on peut avoir besoin de construire des outils conceptuels novateurs pour appréhender le réel et l'expliquer et intervenir sur lui de manière plus pertinente. Donc, la question tout de suite de devoir trouver des leviers pour l'action n'est vraiment pas naturelle. Et tout de suite, j'ai eu comme réflexe de changer en fait la question qui m'était posée. Donc, je ne suis pas un bon expert puisque je n'accepte pas les directives qui me sont données. Et moi, ce qui me venait naturellement, c'était non pas quels sont les leviers pour intégrer la biodiversité dans la transition énergétique, mais ce qui m'intéressait, ce par lequel j'étais attiré en tant que chercheur, c'était biodiversité et énergie non renouvelable en conflit, point d'interrogation. Donc, c'est un questionnement, je me suis aperçu, une interrogation, et non pas un fournisseur de solutions, d'une part. Et puis, oui, une attirance vers les problèmes. Hein, c'est quelqu'un qui cherche les problèmes, qui a cette formulation. Et là, je devais contribuer, bon an, mal an, à quelque chose qui était de l'ordre de l'intervention, même si cette intervention était médiée par le cabinet de conseil international PricewaterhouseCoopers, mais quand même, j'étais conseiller, voilà, en fait, non, ça s'appelle expert auprès d'un cabinet pour que ce cabinet-là même conseille la puissance publique sur les modalités d'action dans sa politique de transition environnementale. Alors, dérangeant, oui, mais intéressant, absolument, indéniablement, et donc je veux le dire sans vouloir faire de la promotion, mais que malgré certaines réticences que j'ai eues, et dès le début, d'ailleurs, hein, pour dire la vérité, au début j'avais dit non. En fait, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, j'ai été sensible au fait qu'on vienne me chercher pour me redire est-ce que vraiment on n'a pas d'économistes, socio-économistes? Et finalement, j'ai dit oui. Mais pour vous montrer que ce n'est pas du tout évident pour moi, a priori, de participer à ce jeu particulier-là. Donc, le bilan quand même, c'est que c'est une expérience intéressante et je vais vous dire un peu plus pourquoi à la fin, qu'est-ce que j'ai trouvé comme résultat que j'ai trouvé intéressant. Entre-temps, il y avait quand même une gêne ou une crainte qui perdurait d'une autre ordre, c'est la crainte de l'instrumentalisation ou de la légitimation. Alors d'où vient-elle cette crainte? Pas uniquement de mes lectures académiques. En fait, dans ma première vie, je croyais que la vraie vie était forcément en dehors de l'enseignement et en dehors de la recherche, et donc que la vraie vie était dans le privé. Et donc, oui, les premières années de mon expérience professionnelle ont été dans le secteur privé, et j'ai fait un peu, à cette occasion, un peu de conseil, de consulting. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil que l'expertise de consulting, mais il y a quand même une posture de production de connaissances pour un client qui a certains liens. Et ce qui m'avait sauté aux yeux dans cette expérience de conseil, c'était en fait, mais c'est quoi notre boulot de consultant? Et très rapidement, j'avais réalisé qu'une partie de notre boulot, peut-être, en tout cas si on voulait avoir un marché, si on voulait obtenir les marchés, c'était de dire ce que le client avait envie qu'on lui dise. Et qu'est-ce que le client avait envie qu'on lui dise? Eh bien, il avait envie qu'on lui dise souvent des choses que lui ne pouvait pas assumer ou avait du mal à assumer au sein de son entreprise ou organisation, parce que les parties prenantes n'étaient pas forcément d'accord avec son opinion. Mais il avait besoin d'une tierce personne, en tout cas le consultant, pour légitimer une politique, une initiative, une stratégie que de toute façon il avait envie de tenir, mais il fallait qu'il y ait des légitimations externes qui viennent l'appuyer et le soutenir. Donc ça, c'est pratiquement il y a 30 ans. Alors bien entendu, le consulting a un peu changé entre-temps. Hein. Maintenant, il n'y a peut-être plus la moindre ambiguïté dans qu'est-ce qu'on doit faire quand on est un consultant. Mais cette gêne de l'époque m'est revenue aujourd'hui, donc un peu plus tard, à travers cette expérience d'expertise. Jusqu'à quel point j'allais prêter le flanc à une instrumentalisation
moi, mais de mon laboratoire, voire même de l'institution académique universitaire, pour des fins que je ne partageais pas forcément, en tout cas pour des fins dont je n'étais pas maître, vu que la rédaction finale du rapport, c'est pas moi qui allais, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais dit non au début, la rédaction finale du rapport, c'est pas moi qui allais l'écrire, ni moi et les autres chercheurs scientifiques experts qui ont été sollicités, mais ça serait bien le cabinet de conseil international. Alors, ça peut vous paraître énorme, ça, et moi, ça m'a paru énorme. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont l'écrire, mais ils vont nous soumettre, avant de le diffuser, si on est d'accord ou pas, pour récolter nos retours d'experts sur l'adéquation de ces écrits. Et donc, j'espère qu'il va y avoir des questions peut-être sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qui ne me semble pas neutre du tout. Donc, légitimation, oui, il y a de la marge pour, il y a de la marge. Alors là, c'est vrai que c'était un peu différent, puisque c'est en tant qu'expert, vous êtes donc sollicité là par le cabinet de conseil sur certains points, oui, d'expertise, de connaissances. Est-ce que c'est académique? Oui, c'est pas tout à fait académique non plus, d'ailleurs. Voilà, on pourra en reparler. En tout cas, quelle motivation à faire ça? Quelle motivation à faire ça? Alors, la motivation intellectuelle, ça peut être un peu délicat vu, par exemple, la posture qu'on exige que vous preniez, dans le sens où c'est une posture de solution à trouver, de dispositif d'aide à l'action qu'on vous demande, et non pas de questionnement intellectuel, ce qui peut donc ne pas être le plus stimulant du point de vue intellectuel de prime abord. Et puis, il peut y avoir une autre perspective, il peut tout penser, c'est les sous, c'est la finance. Alors, qu'en est-il? Est-ce que le chercheur, vu, comme l'a dit très bien Jean-Jacques, vu la relative pénurie dans laquelle le monde de la recherche et de l'enseignement se trouve en France, est-ce que le chercheur n'est pas effectivement enclin à courir le cachet ou à faire son chasseur de primes en allant trouver des financements complémentaires, ou voir jusqu'à quel point complémentaires ou principaux, auprès de tierces parties, et notamment celle-ci? Bon, là, j'ai une chance, c'est que je suis dans un laboratoire qui est riche. Donc riche par rapport aux autres qui sont pauvres. Donc, grosso modo, on est un laboratoire à peu près normal par rapport aux autres qui sont dans une dynamique beaucoup plus de paupérisation. Et donc, ça veut dire que j'ai le choix. Non seulement moi, mais mes collègues aussi. C'est pour ça qu'une bonne partie de mes collègues ont dit non, on ne veut pas participer, on a d'autres choses plus intéressantes à faire. J'ai le choix, en termes d'autonomie financière dans le cadre de mon travail, de dire oui ou non, je prends ou je ne prends pas. Mais ce qui est à craindre dans ce genre de situation, et donc je ne parle pas tant pour moi particulièrement que pour mes collègues, c'est que dans un environnement de paupérisation de l'enseignement et de la recherche, universitaire française, eh bien, cette injonction à justement diversifier les sources de financement, qu'on a entendu depuis 2 ou 3 ministères, eh bien, trouve une issue, heureuse ou pas, dans le fait d'avoir recours à ce genre de contrat. Dernier élément qui me gênait un petit peu, mais je n'ai pas de réponse forcément négative, mais en tout cas c'est un questionnement que je me suis posé, c'est quoi cette histoire en termes de gouvernance? C'est quoi cette histoire de cabinets de conseil internationaux qui conseillent la puissance publique dans les politiques publiques, même si elles sont en termes de transition écologique. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, avant, ça se passait comment? Ah oui, avant, il y avait des gens qui étaient, par exemple, des énarques, des chargés de mission énarques internes au cabinet, ou des normaliens, beaucoup de normaliens, et donc on confiait, me semblait-il, ces tâches, en tout cas, sinon d'expertise, en tout cas de collation de l'état de l'art pour étayer des éventuelles politiques publiques, pas forcément à des cabinets externes, ou alors, mieux ou pire, je ne sais pas, mais en tout cas, on avait aussi recours à des commissions parlementaires, donc des corps constitués, les fameux corps intermédiaires que la gouvernance démocratique se pique d'avoir. Alors voilà, jusqu'à quel point est-ce que je cautionne eh bien, une gouvernance des politiques publiques qui ne soit plus autant démocratique qu'elle l'était, dans le sens où il pourrait y avoir une forme d'externalisation de la fabrication de l'état de l'art pour poser des politiques publiques. C'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse précise, je pose les questions.
Alors, bien entendu, j'ai fait intervenir, et ils ont été très aimables d'accepter, lors d'une conférence, d'un séminaire de 3 jours académique que j'ai organisé à l'UTC Sorbonne Université. J'ai fait intervenir les directeurs de programme et directeurs de projet de ce cabinet international, et ils ont énormément insisté sur le fait que non, alors qu'on leur avait rien demandé, hein, énormément insisté sur le fait que non, leur métier n'était pas de conseiller sur le contenu des politiques publiques, mais sur les modalités d'exécution. D'accord? Bon, alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est ça qui a été dit. Et donc, c'était une prise de position directe sur l'enjeu que je viens de soulever. Alors, oups, voilà. Nous, est-ce que, du coup, on est une caution, un faire-valoir dans cette forme d'instrumentalisation susceptible d'être fait du chercheur à travers une expertise? Comme illustration de cette possibilité, c'est l'article de Stéphane Foucard, excellent journaliste scientifique dans le domaine écologique, qui, dans le 6 février, disait que justement l'expertise, c'était le plus grand danger qu'il y avait pour la science, en tout cas dans la relation avec la société, que c'était susceptible de déclencher. Donc, bien entendu, il parlait de conflits d'intérêts, etc., mais pas que. Hein. Il mentionnait à quel point il pouvait y avoir un rôle non assumé de la part des experts dans une certaine forme d'interface entre la société et la science qui était susceptible de faire. Donc, je vais continuer à parler, mais en même temps, je vais essayer de brancher ma batterie, donc je vous prie de m'excuser. Alors, est-ce que l'expertise, c'est le plus grand danger qui est présenté à la science ou à la communauté scientifique en termes de relation avec la société? On sait les grandes controverses qu'il y avait eu sur l'industrie pharmaceutique, notamment aux États-Unis, dans des experts qui étaient en fait, qui étaient partie prenante et qui étaient du fait rémunérés, donc tellement influencés par l'industrie. Il y en a d'autres, vous connaissez aussi bien, sinon mieux que moi. Et donc, on revient à la question, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'universitaire, que chercheur en matière d'expertise? Ces dangers-là, en tout cas ces risques ou ces embarras potentiels, sont-ils suffisamment grands et élevés pour qu'on arrête? Dire non, je ne veux pas cautionner ces possibles dérives-là, et donc j'arrête. Ou alors, est-ce qu'on essaie de faire de l'expertise dite éthique? C'est un bien grand mot, mais en tout cas, vous avez bien compris, c'est dans cette perspective que je me situe. Alors, les plus et les bémols. Les plus de cette expérience avec, donc via l'Institut de la transition environnementale, qui est coordonné par PricewaterhouseCoopers et auprès de l'Agence française de la biodiversité. Donc, par exemple, et je viens de le mentionner, truc très chouette, c'est que ça m'a permis de rentrer en contact avec des chercheurs d'autres disciplines que jamais je n'aurais rencontrés sinon. Et donc, indéniablement, il y a eu cet aspect d'impulsion même transdisciplinaire, qui a été jusqu'à l'organiser une journée d'études de 3 jours à l'extérieur du programme d'expertise. Et même, j'avais demandé de manière... Je m'étais excusé de ne pas avoir demandé l'autorisation à PricewaterhouseCoopers de faire ça sans l'avoir prévenu. Et ils m'ont dit, mais non, aucunement, c'est très bien que vous fassiez ça, ça donne de l'impulsion supplémentaire au cadre strict du projet. Donc là, vous voyez, j'ai mentionné une relation entre cabinet de conseil et chercheur qui a trouvé ce dénouement heureux, mais il aurait pu ne pas. Hein. Et donc voilà. Et les bémols, c'est quoi? Bon, les bémols, c'est on retombe dans la mystification des hommes-moi ou des hommes-jour. Hein. À savoir que, in fine, pour chaque laboratoire scientifique qui participe à cette aventure, l'ordre de grandeur serait 3 000 € par laboratoire. Donc, autant au niveau de la comptabilité, donc c'était censé être 3 jours à 1 000 €, donc ça fait 3 000 €, on se dit waouh, formidable, bien payé. Bon, en fait, c'est une mystification, mais c'est vrai que je suis moi-même responsable, c'est-à-dire que si j'y ai passé probablement plutôt 3 semaines que 3 jours, et donc si on ramenait au taux journalier, ça serait absolument ridicule, et ceci pour faire sentir que, en fait, voilà quoi, si ce n'était que à titre d'expert, je ne l'aurais pas fait.
Si c'était que à titre de chercheur, je ne l'aurais pas fait. La chose souvent qui est intéressante, c'est le mélange des genres avec les risques et avec les intérêts que ça représente. Alors, là, je vais conclure par un mélange du retour d'expérience, des résultats et de recul. Pourquoi? Parce que, en fait, les résultats de l'expertise recherche que j'ai faite, donc de l'expertise qui s'est prolongée dans une recherche, eh bien, concernent les relations entre sciences, expertise et société civile, où ça fait partie, en fait, d'une approche un peu Science Society Studies, et vous allez voir en quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été amené à, sur la même requête sur Internet, dans Google, enfin, sur la même requête, en fait, sur l'enjeu du débat biodiversité et énergie renouvelable, j'ai été amené à lancer 2 recherches. La première, c'est une recherche dans le monde académique, et donc on a accès à ça assez facilement par nos universités. J'ai fait une recherche avec les mots-clés sur qu'est-ce qui se dit sur la question biodiversité versus énergie renouvelable, avec les aspects économiques, dans le monde entier. Ça, c'était un corpus documentaire que j'ai constitué. Excusez-moi, je branche en même temps. Mais j'ai aussi fait un deuxième corpus. Ce deuxième corpus, il se voulait être représentatif de qu'est-ce que la société civile pensait de cette même question. Alors, société civile, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce qu'on entendait là? Ben, comme approximation de la société civile, et ça peut tout à fait être critiqué, on peut en débattre. J'ai été sur un médium social que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Reddit, qui n'est pas très populaire en France, mais qui l'est énormément dans les Amériques du Nord ou du Sud. Et donc, j'ai, avec des techniques d'humanité numérique, où on fait du scrapping sur le web social, donc j'ai collationné, en fait, tout ce qui se disait, qui répondait à ces mots-clés du débat qu'on vient de citer, et qui était tenu par des gens censés être des gens lambda. Alors, bien entendu, c'est biaisé. Les gens qui sont sur Reddit ne sont pas tout à fait représentatifs ni de la population globale, ni de la société civile stricto sensu, pour plein de raisons, mais ça peut être une approximation, une entrée en matière, quand même digne d'intérêt. J'ai donc comparé ces 2 choses avec les mêmes requêtes, mais sur 2 arènes, comme on dit dans notre jargon, de 2 arènes différentes. Et puis, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ça. Alors, là, tout de suite, je dis, attention, c'est beau, moi je trouve ça beau, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas scientifique. Donc en France, dès que ça touche au beau, on a tendance à considérer que la scientificité n'est pas de mise. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des algorithmes en partie, des algorithmes de sciences des réseaux. Il y a une posture qui est une posture de lecture distale, et il y a surtout des clusters ou agrégats en français. Ça veut dire que là, j'ai pris en haut à gauche la totalité de mon corpus documentaire de textes académiques, scientifiques, sur la question, qui débattent de cette question. Et en bas à droite, j'ai pris tout mon corpus de verbatim, de posts, de ce que les gens ont dit sur le forum Reddit, sur la même question. Et bien entendu, au niveau méthodologique, il y a plein de choses à dire, plein de choses à critiquer. On pourra en revenir si vous voulez. Notamment, les termes ne sont pas neutres. Donc, peut-être ai-je pris des termes qui étaient trop académiques. Et donc, du coup, c'est normal qu'il y ait une distorsion entre la résonance que ça a dans l'arène académique et la résonance que ça a dans l'arène société civile. On pourra en reparler. Je suis tout à fait ouvert à cela. Mais ce que je vous propose de faire avec vous dans les dernières minutes qui nous restent, c'est de voir les similitudes et les dissemblances entre les termes du débat dans ces 2 arènes sur le même sujet. Donc, compatibilité entre biodiversité et transition énergétique. Alors, on voit en haut à gauche, ce qui est plus intéressant, en fait, comme la grappe est très mélangée, ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder les main topical groups, donc les sujets principaux sous forme de clusters ou d'agrégats. Donc, vous voyez que le premier, c'est Policy Plan Landscape, le deuxième, c'est Forest Biomass Land, etc., etc. Et puis, de même, on peut voir les clusters en bas à droite qui sont liés à la société civile, en tout cas aux utilisateurs de Reddit, et il y a Forestry, etc. Si on veut comparer, déjà, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, il n'y a aucun cluster commun. Formulant d'état de littéraire, ça veut dire qu'il n'y a aucun sujet, principal commun entre le débat dans l'arène académique
et le débat dans l'arène de la société civile approximé par Reddit. Okay, en termes de cluster, c'est-à-dire en termes de topic, de sujet principal, il n'y en a aucun en commun. Maintenant, on peut gratter un peu plus. On peut se dire, d'accord, mais est-ce que les mots-clés qui ressortent et qui définissent des clusters, mais les mots-clés, est-ce qu'il y en a en commun? Eh bien là, sauf erreur de ma part, il n'y en a que un, et c'est forest, donc c'est la forêt. Et c'est pas tout à fait étonnant quand on connaît un tout petit peu le domaine. Une des grandes questions, notamment en termes d'aspect économique, hein, parce que là, je le dis bien, c'est surtout une appréhension économique, vu que j'étais censé être l'expert économiste socio-économique en place. Donc là, la question de la forêt est effectivement relativement centrale. C'est faut-il, comme ça se fait parfois, maintenir la forêt telle qu'elle est, surtout si c'est une forêt primaire, parce que ça alimente la biodiversité et ses dents, ou tout au contraire, faut-il augmenter son exploitation forestière pour du bois, ou du bois d'ouvrage, ou du bois de chauffe, pour assurer une certaine forme de rentabilité économique, ce qui parfois permet de faire vivre les populations locales et de permettre qu'il n'y ait pas de déforestation totale, ou encore une fois, faut-il déforester pour mettre de l'huile de palme et avoir des agrocarburants? Ce n'est pas une vue de l'esprit, hein. On sait que ça se fait, et on sait que, un peu moins au Brésil, mais en tout cas en Asie, et en Asie du Sud-Est notamment, il y a de la déforestation pour faire des agrocarburants. Donc on voit pourquoi, s'il y a un seul mot en commun, un mot-clé, entre société civile d'une part et communauté académique de l'autre, on comprend un peu que ça puisse être cette question de qu'est-ce qu'on fait des forêts. Maintenant, il n'en reste pas moins que, personnellement, je suis assez estomaqué quand même de voir à quel point tout le reste diffère. Et je vais me focaliser sur deux points qui diffèrent tout particulièrement. Le premier point, c'est la centralité prise dans le champ académique, donc en haut à gauche, par le thème landscape, donc paysage. Là, j'ai été relativement surpris, parce que je pensais que, a priori, ceux qui seraient le plus intéressés par la question du paysage seraient des habitants riverains, hein, qui seraient gênés par, vous voyez, par les éoliennes en matière de paysage. Or, quand on regarde ce que la société civile en dit, eh bien, le paysage n'appartient nulle part. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Est-ce qu'il y a un biais quelque part? Ou est-ce que cette question du paysage est plus ambiguë que l'on aurait pu penser, notamment en termes de répartition, préoccupation des habitants versus préoccupation des scientifiques? Et à contrario, il y a quelque chose qui est absolument central dans le schéma par rapport à la société civile, qui est complètement, et deux choses qui sont complètement inconnues, c'est le terme collapse, donc écroulement. Donc, tout le monde a entendu parler de la collapsologie, mais plus encore, et peut-être moins sujet à conflit, le terme work, donc le travail. Et il s'agissait bien de work au sens de quel est l'impact de la transition environnementale sur le travail, donc sur le futur du travail, hein, sur comment on va travailler et sur quoi et dans quel domaine. Quelle interprétation donner à ça? Je vais bien plus très vite. Deux interprétations principales. Première interprétation, c'est de dire, ben voilà, on vous l'avait dit, il y a une césure radicale entre ces deux mondes, ces deux univers, qui sont l'univers des scientifiques ou des académiques d'une part, et la société civile d'autre part. Et on vous l'avait bien dit, il y a un problème dans notre société, c'est ce schisme, cette dichotomie, voilà, et il faudrait absolument faire davantage se rencontrer, société civile et sciences. Alors, justement, peut-être qu'on est là pour ça, aujourd'hui, avec l'Institut de la transition environnementale, peut-être. Deuxième manière de le voir, et je soumets à vous cette interprétation qui est temporaire, hein, c'est un travail en cours. Vous avez vu, je n'ai pas du tout fini. C'est de dire qu'il y a peut-être deux visions de l'écologie qui sont en concurrence ici, portées plus ou moins par deux arènes, deux parties prenantes, plus ou moins. Il y aurait une vision de l'écologie qui serait très orientée vers l'environnement, une vision environnementaliste, et où, par exemple, les ingénieurs, les scientifiques font des études d'impact sur, voilà, on connaît bien ces travaux-là. Et l'autre vision, qui serait plus portée par la société civile, qui serait une vision d'écologie des milieux. Et le milieu, ça veut dire de considérer que la personne elle-même, avec son travail, la personne elle-même fait partie, avec son habitat et les humains, fait partie du problème et de la solution. Et donc la question de comment on va travailler
dans un futur plus harmonieux écologiquement, participerait d'une vision, d'une manière de poser les problèmes en termes d'écologie du milieu, très différente de celle d'écologie de l'environnement qui serait plus développée peut-être par le monde académique. Que tirer de cette différence? Je laisse la porte en fait ouverte, hein, surtout que le temps arrive à sa fin. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Quelle est la différence, selon vous, entre la dynamique collective qui se crée finalement entre les experts dans un cadre d'expertise comme celui-ci, et puis la dynamique collective classique d'équipes pluridisciplinaires telles que vous en avez l'habitude dans le monde de la recherche? Je suis dans un laboratoire qui se pique d'être multi- ou transdisciplinaire, et je crois que ça fait partie d'un des rares en France, en tout cas en sciences humaines et sociales et autres, vu qu'on a des mathématiciens, des informaticiens, des mécaniciens, etc., qui sont à ce point multi, voire transdisciplinaires. Malgré ça, vous avez raison, malgré ça, au fil des années, ou même au fil des décades, hein, eh bien, est-ce que ça ronronne? En tout cas, non, il y a des silos, alors peut-être pas monodisciplinaires, mais des silos de domaines. Par exemple, l'économie avec la sociologie, c'est déjà bien, hein, par rapport à ce qui se fait en économie dans le monde, en France, c'est déjà bien de mélanger avec les sociologues. Mais on a quand même tendance à ne pas bosser avec les philosophes, on a quand même tendance à ne pas bosser avec ceux qui travaillent sur la littératie, par exemple, etc., etc. Et donc, quel est l'intérêt éventuel de se retrouver dans ces groupes-là avec d'autres experts? Je dirais que c'est vraiment... ouais, voilà, c'est le fait d'être confronté à un problème, hein, voilà, et que du coup, le problème, entre guillemets, de toute évidence, a tellement de facettes qu'il y a des disciplines, des experts de champs très différents qui sont obligés d'être mobilisés. En tout cas, c'est PricewaterhouseCoopers hein, qui a décidé cela. Hein, enfin, peut-être l'ITE aussi, je ne sais pas, ce sera à vous de me le dire. Et donc, du coup, il y a quand même une diversité incroyable de profils, encore plus diverses que la diversité à laquelle je suis habitué dans mon laboratoire ou même dans les différents projets multidisciplinaires à laquelle je suis invité à participer. Moi, je trouve que le sujet est complexe et on va finir finalement avec une étude de cas quasiment, qui est donc la construction d'AUBEPIN, donc l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées. Alors, je me suis beaucoup interrogé quand vous m'avez invité sur justement ce qu'on pouvait percevoir de l'expertise à travers cette expérience. Et je pense que le message, vous allez voir, en tout cas je l'espère, qui va se dessiner, c'est cette difficulté à inscrire l'expertise scientifique dans un débat avec d'autres experts, en l'occurrence les experts médicaux, mais également les experts du monde institutionnel. Donc très brièvement, il me semblait que pour inscrire cette discussion dans un débat plus large, il était important de vous tracer les grandes lignes de l'histoire de cette problématique et de la solution qu'on a essayé d'apporter. Donc c'est un projet qui vient typiquement quand même d'une problématique posée par la crise de Covid-19, donc il y avait un vrai besoin. Et ce besoin a généré une idée. Alors, quel est le besoin? Eh bien, tout simplement, on est en février 2020, donc c'est presque de l'archéologie aujourd'hui. Hein. Mais souvenez-vous, le virus SARS-CoV-2, donc l'agent de la Covid-19, circule très activement en Chine, il s'approche doucement de l'Europe et on a des cas déjà qui sont déclarés en Italie. Et puis, vous le savez, l'Italie va très rapidement connaître une première vague extrêmement sévère. Et la question qui est très simple, en fait, c'est comment détecter la circulation de ce virus, alors que finalement, les tests qui nous sont aujourd'hui très familiers, je pense aux tests RT-PCR, voire les tests antigéniques qui sont arrivés derrière, ces tests-là étaient extrêmement restreints et restreints notamment au domaine hospitalier. Donc, une vraie problématique d'épidémiologie qui est bien comment détecter les gens porteurs du virus, alors que finalement, on dispose de très très peu de tests spécifiques, de tests virologiques. Alors, la problématique est d'autant plus importante que, vous le savez, finalement, quand on est infecté par le SARS-CoV-2, un peu plus de 60% maintenant des personnes infectées, ça dépend beaucoup des variants, mais ont des formes qui sont asymptomatiques ou non symptomatiques. Et pourtant, elles transmettent le virus. Et c'est bien une des problématiques majeures qui explique qu'aujourd'hui, on a une pandémie liée à ce virus. Alors, une difficulté à identifier les cas, une difficulté à identifier les territoires sur lesquels le virus est en train de s'implanter,
autrement que par des indicateurs strictement hospitaliers. Et puis, les travaux antérieurs réalisés sur d'autres virus, il y a une épidémie que tout le monde a un petit peu oubliée il y a quasiment maintenant une vingtaine d'années en Chine, mais qui a donné une première bouffée presque pandémique en fait, hein, nous avait informé sur ce que ce virus est capable de faire et on avait des éléments suggérant que les coronavirus pouvaient se répliquer dans le tube digestif. Et puis assez rapidement, les études conduites en Chine, à Wuhan notamment, vont montrer que, sans forcément qu'on ait d'ailleurs des signes cliniques, eh bien, les gens excrètent des quantités tout à fait remarquables de virus dans leur selles. Et donc, les virologues, les infectiologues, classiquement, savent que lorsqu'un virus est excrété dans les selles, eh bien, on peut le retrouver dans les eaux usées. Et donc, on a fait une hypothèse, c'est de pouvoir surveiller la circulation du SARS-CoV-2 en surveillant, en quantifiant le virus à travers les eaux usées. Donc ça, c'était une hypothèse. C'est une hypothèse qui finalement repose sur le schéma relativement simple, c'est-à-dire est-ce qu'en quantifiant le virus dans les eaux usées, on peut, par une analyse virologique et une modélisation mathématique, évaluer le nombre de porteurs du virus ou, à minima, en tout cas, évoluer les changements épidémiologiques sur les territoires. Alors, c'est un travail évidemment qui doit s'appuyer sur une preuve de concept. Donc, on a monté un consortium de recherche multidisciplinaire, et j'insiste beaucoup sur cette notion, avec donc un laboratoire expert dans l'analyse de l'eau, qui est le laboratoire d'eau de Paris, 3 équipes à Sorbonne Université en hydrologie, mathématiques et virologie. L'Institut de recherche biomédicale des armées nous a également assisté très vite, notamment parce qu'on avait besoin de faire un certain nombre d'expériences sur le virus infectieux, et donc on devait pouvoir avoir un accès à un laboratoire de haute sécurité, un laboratoire qu'on appelle de nouveau L3 ou P3. Et puis à ce projet sont venus se joindre également les collègues de l'Université de Lorraine, de Clermont-Ferrand-Auvergne également, et de l'Ifremer de Nantes, tout simplement parce qu'on a voulu mettre en place un projet qui aille réellement, finalement, quasiment des données hospitalières que l'on pouvait acquérir à l'analyse des eaux usées, mais également à l'analyse des eaux de surface et même à l'analyse des mollusques qui sont, comme vous le savez, des organismes filtreurs et des organismes susceptibles de concentrer les particules virales. Donc, on a monté ce consortium de recherche et assez rapidement, donc je vous demande de regarder surtout la zone encadrée en rouge. Donc, on a pu démontrer que les quantités de virus qui sont représentées sur la partie haute étaient d'abord très très élevées, mais étaient très largement impactées dans les eaux usées des stations d'Île-de-France à l'occasion du premier confinement. Donc, ce résultat-là, finalement, montrait à la fois que l'on pouvait détecter le SARS-CoV-2 dans les eaux usées, ce qui était un point important, mais il y avait déjà eu des travaux antérieurs, notamment aux Pays-Bas. Mais c'était surtout une première mondiale qui montrait que des processus de confinement, et Dieu sait si l'effet du confinement a été discuté à cette époque-là, ça a été une punition, ce confinement, un peu pour tout le monde, hein. Il fallait fournir des preuves scientifiques, en fait, de l'effet du confinement, et là, vous avez finalement une des seules preuves scientifiques du confinement, d'un point de vue virologique en tout cas, c'est la réduction de la circulation du virus dans les eaux usées. On pourra revenir sur la suite de la courbe tout à l'heure pour une autre question. Mais souvenons-nous que cette période de confinement, hein, qui allait de mi-mars à peu près à la première semaine de mai, était une période dans laquelle on n'avait aucun indicateur virologique qui permettait de suivre l'épidémie. Ce que vous avez en dessous, donc ce sont les courbes de taux d'incidence qui sont évaluées avec les indicateurs qu'on connaît tous maintenant, qui sont les tests RT-PCR d'abord et antigéniques après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette preuve de concept, on a vraiment été les premiers à la former. Alors, elle a été relayée dans la presse scientifique. On l'a déposée sous forme d'un... Vous le savez, maintenant, on nous invite à déposer les articles à la fois sur les sites des éditeurs, mais également sur des archives ouvertes. Et la connaissance rendue possible par ces archives ouvertes a fait que nous avons été identifiés par Science, notamment, qui a consacré un article à ces travaux préliminaires. Donc, on a construit la preuve de concept. Et évidemment, la deuxième, et ça, tous les chercheurs le savent, la deuxième étape après la preuve de concept, c'est la recherche des fonds. Et là, ça a été très difficile. Entre mars et juin 2020, notamment, on avait à la fois ces preuves de concept et une réelle difficulté à faire comprendre que cet outil-là pouvait être un outil de suivi de l'épidémie, pas à la place des tests épidémiologiques classiques, mais en complément de ce que l'on pouvait faire. Alors, ce qui a déclenché très efficacement, en fait, une attention des bailleurs de fonds. Alors, on a été soutenu par Sorbonne Université, par le CNRS, mais il fallait attirer l'attention également du ministère de la Recherche. C'est d'abord le soutien de 3 académies, je crois que c'est assez unique, hein, l'Académie de technologie, l'Académie des sciences et l'Académie de médecine, ont toutes les 3 identifié les travaux qu'on faisait et ont
été un soutien très fort. Alors, ce soutien très fort, c'est aussi traduit par le soutien du comité qui avait été créé à l'occasion, vous vous souvenez peut-être, qui était présidé par Françoise Barré-Sinoussi, et qui visait à identifier des projets porteurs qui pouvaient permettre d'apporter des solutions en situation de crise. Donc tout à l'heure, on parlait du rôle du chercheur qui doit poser la question. Bon, le chercheur, dans notre cas, devait aussi apporter des solutions et prouver que ces solutions, surtout, étaient des solutions réalistes. Alors par chance, le ministère de la Recherche nous a accordé un soutien exceptionnel de 3,5 millions d'euros, qui est venu s'ajouter au soutien que nous avaient déjà donné les tutelles. On a travailler également avec les opérateurs privés en charge de la gestion de ces stations d'épuration. Et le cahier des charges était simple. Le ministère de la Recherche nous a dit, voilà, on ne sait pas si votre système, ça marche ou ça ne marche pas. Les données préliminaires sont intéressantes. On vous donne une dotation significative, enfin, on vous accorde une dotation significative avec le projet de mettre en place un réseau de suivi national sur 150 stations d'épuration. Alors, pour mémoire, hein, en France, on a 22 000 stations d'épuration. Donc, on a dû construire un plan d'échantillonnage qui intègre une quarantaine de paramètres pour choisir les stations d'épuration en fonction, évidemment, des capacités nominales, mais également du nombre de personnes raccordées, de la démographie des bassins versants, de l'activité économique, de l'activité touristique, j'en passe et des meilleurs. Et donc, on a construit ce réseau de surveillance sur le papier. Et puis, on s'est, à partir de juillet 2020, on s'est attelé à mettre en place ce réseau. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce que d'une part, donc, il y a la construction d'un réseau de stations d'épuration. On en suit 200 aujourd'hui, hein, c'est-à-dire à peu près 40% de la population française est suivie à travers les eaux usées. Donc, on a construit ce réseau en France métropolitaine, en France, en Outre-mer également. Et puis, il a fallu mettre en place des protocoles de quantification. On fait de la RT-PCR quantitative avec différentes approches. C'est des techniques qui n'existaient pas dans les eaux usées, qu'il a fallu étalonner, qu'il a fallu construire et qu'il a fallu également distribuer dans des laboratoires partenaires. Donc aujourd'hui, on a une douzaine de laboratoires partenaires qui travaillent avec Aubépine. Et il a fallu également, et ça c'est un hommage qu'il faut rendre à Jean-Marie Mouchel, hein, il y a eu un énorme travail de logistique de façon à collecter chaque semaine 2 échantillons d'eau usée à 2 jours différents dans les stations d'eau usée et les acheminer vers des laboratoires experts en charge de la quantification du génome viral dans les eaux usées. Alors le travail n'est pas totalement terminé parce que les données, vous le savez, les biologistes, même s'ils travaillent bien, travaillent avec l'incertitude et vous avez ici finalement ce que nous donnent les mesures de concentration au cours du temps. C'est une courbe qui a été reconstituée dans le but d'une publication qu'on avait faite. Et en fait, vous savez que ces données sont très aléatoires, pas aléatoires, elles sont très bruitées et il est extrêmement difficile, connaissant les valeurs produites par les laboratoires, d'en déduire les vraies tendances d'évolution de charge virale dans les eaux usées. Donc, c'est un travail de mathématiques, finalement, de mathématiques appliquées, qui a été conduit en particulier avec les mathématiciens, le groupe de mathématiques dirigé par Yvon Madet et Summit. Et on leur a donné un cahier des charges assez simple, c'est finalement comment faire en sorte de créer un lisseur mathématique qui permette de mettre un petit peu d'ordre dans ces données biologiques extrêmement bruitées. Donc, ces travaux-là ont été publiés de façon extensive au début de cette année. Et de fait, on a pu construire un modèle mathématique qui, à partir de données très bruitées, permet de reconstituer des courbes. La courbe que vous avez ici est la courbe en rouge, hein, elle montre les variations de charge virale au cours du temps dans les stations d'Île-de-France. Et cette courbe est extrêmement proche, dans des modèles qu'on a pu reconstituer, des courbes réelles, des courbes effectives, et permet effectivement d'avoir des courbes très lissées qui permettent de suivre les tendances, au moins dans les stations d'épuration. Donc, finalement, si on résume cette première étape, il y a une idée, cette idée donne lieu à une preuve de concept. Cette preuve de concept étant finalement donnant lieu à un financement, on peut commencer à construire une méthodologie beaucoup plus aboutie. Et donc, on arrive à la construction d'un outil dont il faut encore prouver la valeur. Alors, prouver la valeur de cet outil-là, c'est relativement simple. Enfin, en tout cas, la question est relativement simple. C'est est-ce que le suivi de la charge virale dans les stations d'épuration est un bon reflet de ce qui se passe dans la population. Donc, notamment, les taux d'hospitalisation et surtout les taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas quotidien ou hebdomadaire sur un territoire donné. Alors ça, c'est la première question qui nous a été opposée. Elle a été opposée avec plus ou moins d'ailleurs d'énergie par un certain nombre de collègues, souvent des médecins épidémiologistes, qui considéraient que cette approche-là
était une approche qui était quand même extrêmement grossière, qu'elle ne permettait pas d'apprécier correctement les choses. Donc on a dû effectivement, et c'est le rôle du scientifique, hein, d'accepter la contradiction et bien sûr d'essayer de répondre dans un sens ou dans un autre. Alors on a travaillé et qu'est-ce que vaut l'indicateur OUZ par rapport aux indicateurs classiques? On a deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, vous l'avez ici sur ces différents graphiques. J'ai pris comme modèle différentes villes de France qu'on suit, hein, parmi les 200 stations qu'on suit. Vous avez sur ces graphiques, qui sont des graphiques en logarithme, mais peu importe, hein, les taux d'incidence en noir observés sur les différents territoires. Vous voyez que les dates sont variables, hein, certaines stations ont été suivies dès le mois de mars 2020, d'autres un peu plus tardivement. Et puis vous avez en rouge les niveaux de charge virale dans les stations d'épuration correspondantes. Et alors la première surprise qu'on a eue, et c'est une bonne surprise, c'est que vous voyez qu'en fait l'analyse des eaux usées est un excellent reflet de la dynamique effective du virus sur les territoires. Vous voyez que les courbes, alors avec parfois des discordances qui mériteraient un travail plus approfondi qu'on est en train de faire, mais globalement, on a une excellente correspondance entre les deux indicateurs. Donc à la première question, est-ce que votre indicateur est le reflet de ce qui se passe tel qu'on peut le mesurer par les taux d'incidence? La réponse est bien sûr oui, d'après ce qu'on voit ici. Deuxième question, est-ce que votre indicateur fait partie des indicateurs prédictif? Alors, j'aime pas tellement prédictif, on est plutôt dans la projection que dans la prédiction. Est-ce qu'on est capable d'anticiper des changements de tendance, qu'il s'agisse de changements de tendance à la hausse ou à la baisse? Eh bien, les deux graphiques que vous voyez ici sont assez illustratifs. Ça dépend beaucoup des territoires, ça dépend beaucoup des vagues également, mais vous voyez par exemple que la 5e vague, cette fameuse vague qui a débuté début octobre en fait en France, eh bien, on l'a vu, j'ai pris ici deux exemples, j'aurais pu en prendre d'autres, hein, j'ai pris Bordeaux en haut et Lille en bas. Eh bien, on voit qu'en rouge, l'indicateur d'eau usée va remonter très vite et va remonter plus vite et plus tôt surtout que les taux d'incidence que vous pouvez observer sur la courbe noire. Donc là, vous avez deux exemples. Et est-ce qu'à la baisse, ça marche aussi? J'ai pris un exemple très récent, on va le publier probablement très, très bientôt. C'est les données en Île-de-France, hein, c'est une des zones qu'on suit historiquement. Et vous voyez sur ce graphique, donc encore une fois, en noir cette fois-ci, le niveau dans les eaux usées et en orange, les niveaux, les taux d'incidence tels qu'on les mesure à travers les données publiées par Santé publique France. Et vous voyez en fait que le reflux de cette 5e vague qui nous préoccupe beaucoup, cette vague qui est portée par un variant qu'on appelle Omicron, eh bien, a commencé à baisser dans les eaux usées avec quasiment 7 jours d'avance sur les changements de tendance tels qu'ils ont pu être observés à travers les taux d'incidence. Donc, on répond plutôt bien à ces deux questions-là. Alors, évidemment, les travaux qu'on continue de faire aujourd'hui sur cette dimension particulière du projet sont d'essayer de comprendre pourquoi cette avance est importante sur certains territoires, pourquoi elle l'est moins sur d'autres. Mais en tout cas, effectivement, ce sont des éléments objectifs, scientifiques, que l'on publie. On parlait tout à l'heure d'éprouver les données en les soumettant à nos pairs. On est vraiment dans cette démarche-là. Et si l'objectif était de montrer que cette approche-là est une bonne approche complémentaire en matière d'épidémiologie, la preuve en est faite. Elle est faite en France et elle est faite maintenant dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Alors du coup, ça interpelle évidemment, parce que, quoi que je puisse en dire aujourd'hui, ce projet s'est construit réellement dans l'adversité. Alors c'est bien pour un scientifique d'avoir une contradiction, il ne faut pas que cette contradiction vire à l'acharnement, et parfois ça a été un peu le cas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'apport de l'épidémiologie des eaux usées dans cette situation particulière, qui est aussi une situation de gestion de crise, hein, où on attend de la réactivité, où on attend, on l'a beaucoup dit, hein, que les chercheurs se mobilisent auprès des… les scientifiques se mobilisent auprès des médecins pour les assister dans cette crise, ce qu'on a fait ici. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, l'épidémiologie des eaux usées, c'est pas une approche nouvelle, hein. On suit par exemple le virus de la poliomyélite depuis très très longtemps dans les eaux usées, notamment pour évaluer l'impact des politiques vaccinales. Ce qui est original ici, c'est qu'on n'a jamais connu de développement à cette échelle. On n'a pas connu de développement à cette échelle en France, on n'a pas globalement connu de tel développement d'épidémiologie des eaux usées à travers le monde, et quand on regarde le niveau de publication depuis 2 ans, c'est quelque chose de tout à fait évident. On montre également que l'épidémiologie des eaux usées telle qu'on l'a mise en place, donc de l'échantillonnage jusqu'à l'analyse des données, eh bien, elle reflète bien les variations d'incidence sur les territoires et que dans la plupart des cas, finalement, on anticipe les changements de tendance. Point très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, dans nos projets, il y a la volonté d'implémenter ce type de dispositif dans des pays à faibles ressources, hein. C'est une technique qui n'est pas invasive, beaucoup moins invasive que le fameux coton-tige qu'on s'est mis dans le nez pendant des mois. C'est aussi une technique qui est une technique qui est utilisable avec des adaptations à des pays qui n'ont pas les infrastructures pour faire un suivi massif des populations. Donc juste un éclairage, j'ai pris les chiffres de janvier 2022. Hein. Il faut quand même que l'on sache qu'en janvier 2022, les courbes
épidémiologiques produites, même si ce n'est pas le seul objectif des tests individuels, nous ont coûté 1,6 milliard d'euros. C'est le coût qui était prévu sur l'ensemble de l'année 2022. Ça correspond à 46 millions de tests individuels. Voilà. Pour avoir des courbes qui ressemblent à celles que je vous ai montrées, eh bien, Aubépine a dépensé 330 000 euros pour suivre 40% de la population française. Il ne s'agit pas encore une fois de dire que le système est mieux que l'autre, il y a des biais dans les deux systèmes, et puis, vous le savez, l'objectif du test individuel n'est pas forcément de tracer une jolie courbe. L'objectif du test individuel est surtout d'adopter des mesures qui permettent d'isoler les gens qui sont porteurs et de prévenir les contacts. Toutefois, la valeur épidémiologique des courbes est sans comparaison. Voilà, alors évidemment, ça pose la question de savoir comment l'avenir de la crise va se gérer. Et j'en parlais avec un journaliste il y a quelques jours qui me posait la question. Il est évident que la France, quoi qu'il en coûte, comme dirait quelqu'un que nous connaissons bien, eh bien, ne pourra pas s'inscrire dans le suivi épidémiologique de la crise en dépensant 1,6 milliard chaque mois. Ça, c'est totalement exclu. Donc, l'épidémiologie des eaux usées, pourvu qu'elle le prouve encore dans l'avenir, est probablement une approche alternative dans laquelle le rapport bénéfice-coût est tout à fait intéressant pour suivre le SARS-CoV-2, mais on travaille aujourd'hui sur d'autres virus également. Alors, je voudrais juste illustrer un point qui est important, qui a été souligné dans le premier exposé, c'est qu'à mon sens, l'expertise, en tout cas l'expertise scientifique et la volonté de communiquer cette expertise n'est rien sans la confiance. Et je crois que ça a été évoqué au fil d'un échange. Alors, comment l'illustrer? Par un exemple très précis. En juin 2020, donc on avait déjà construit la plupart des outils, on avait déjà publié une partie de nos résultats. Vous avez sur la courbe du haut donc les variations de circulation du virus dans les eaux usées d'Île-de-France, et en bas, eh bien, vous vous souvenez, mai 2020, on commence à déployer la campagne de tests massifs, de tests individuels massifs. Donc, vous voyez que le graphique du bas commence à produire des informations. Et le 20 juin 2020, eh bien, nous voyons, alors que le virus avait disparu des eaux usées, le 0 ici est le seuil de sensibilité de nos techniques, le virus avait disparu en mai, on était contents, souvenez-vous, tout le monde allait sur les quais de Seine faire la bise, faire la fête, on avait fait tomber les masques. Nous faisons passer, évidemment, ça c'est un peu comme les gens qui apportent tout le temps les mauvaises nouvelles, les Cassandres des eaux usées, disent, écoutez, le virus a l'air de revenir, on le détecte dans les eaux usées. On en prévient l'agence régionale de santé, on a toujours travaillé de très près avec les agences régionales et avec les autorités sanitaires. Et la réponse, ça mérite quand même de le souligner, a été publiée dans Le Monde. Donc on a été sollicité par Le Monde pour communiquer sur cette information-là, et Le Monde, c'est tout à fait légitime, est allé voir les autorités sanitaires de la ville et les autorités sanitaires, donc en l'occurrence l'agence régionale de santé. Et donc, c'est assez étonnant. Le journaliste demande si ce signe qu'on a dans les eaux usées dit que l'épidémie repart. Et donc, les réponses, en termes de prise en compte de cet indicateur, c'est de dire nous avons besoin d'éléments complémentaires, on peut l'entendre. Et puis, du côté de l'ARS, même prudence, nous avons pris connaissance de ces analyses, mais nous voulons construire la méthode pour l'exploiter. Il faut que vous sachiez que la méthode est toujours en cours de discussion, donc ce qui quand même finit par poser problème, parce que si vous regardez bien ce graphique, vous verrez que ce rebond-là est en fait annonciateur de ce qui va devenir la deuxième vague. Et effectivement, plus d'un mois après, Santé publique France dira « Je crois voir ici un frémissement, mais comme c'est l'été, le virus ne doit pas circuler, restons vigilants. » Et vous voyez bien que c'était déjà le début de cette deuxième vague qui s'est soldée en fin octobre, début novembre 2020, par des mesures de freinage sévères, couvre-feu, et ensuite, en gris, ici, vous le voyez, période de confinement. Vous voyez aussi que l'intervention tardive sur ces signaux eh bien, a eu, avec un freinage, des mesures de freinage qui ont été plus douces également. Je crois que les populations étaient très éprouvées, il était hors de question de leur imposer un confinement aussi sévère. Mais vous voyez que les niveaux de circulation n'ont jamais finalement baissé de façon importante, et on a traîné la deuxième puis la troisième vague sur un fond de circulation très élevé. Voilà, donc une confiance, une confiance dans ce que disent les chercheurs, prêts à l'échange, prêts à la discussion, mais des fois qui ont eu peut-être le sentiment sur ce dossier-là de manquer d'une écoute réciproque de la part des institutions. Alors justement, quelle est la réponse institutionnelle aujourd'hui? Alors du côté d'Aubépine, les données sont transmises depuis très longtemps maintenant, depuis janvier 2021, sont transmises systématiquement aux autorités de santé. On transmet nos chiffres sur la plateforme Covid-19 du gouvernement, on transmet les informations aux collectivités assorties d'un rapport d'analyse, et là, c'est 200 rapports d'analyse qui partent chaque vendredi soir, plutôt dans la nuit de vendredi à samedi,
vers les collectivités. C'est l'équipe d'Yvon Madet qui s'en charge. Et puis, on communique également avec les citoyens. Et on parlait tout à l'heure du rôle des citoyens dans l'appréciation de l'expertise, dans l'honnêteté aussi que doivent avoir les experts ou soi-disant experts dans le message. Alors, nous, les choses, on a essayé de les rendre transparentes en ouvrant un site Internet dont l'adresse est indiquée ci-dessous, qui communique sur les tendances, sur les différents territoires. Et on engage, quand les gens nous interpellent sur ces questions-là, un dialogue pour leur expliquer quelles techniques on a mis en place, quels en sont les biais, quels en sont les attendus. Alors, cette situation-là aurait pu durer longtemps, mais l'Europe, en mars 2021, a édité une recommandation enjoignant tous ses États membres à faire exactement ce qu'Aubépine avait fait, c'est-à-dire à déployer un réseau de surveillance dans les stations d'épuration pour suivre le SARS-CoV-2. Et la France a répondu de façon institutionnelle, d'abord en déplaçant le projet Aubépine du ministère de la Recherche vers le ministère de la Santé et en demandant, et c'est légitime, en demandant au ministère de la Santé, donc notamment à la Direction générale de la Santé, de proposer un plan d'action pérenne. Donc ce plan d'action s'appelle SUMO. Il associe l'ANSES, qui maintenant sera en charge des analyses, et Santé publique France, qui sera en charge de la gestion des données. Donc on demande à Aubépine d'assister l'État dans le transfert de ces informations. Ce qu'avait demandé l'Europe, c'était que le système marche en octobre 2021 et les échanges réguliers que nous avons semblent montrer que le dispositif SUMO, finalement, ne sera peut-être opérationnel qu'en juillet 2022. Donc, ce système pourrait devenir réglementaire et le constat que l'on fait, et c'est probablement un vrai risque à mon sens, c'est qu'on a été très réactif dans cette période de crise parce qu'on a travaillé en permanence en associant la recherche et une recherche parfois très fondamentale et la surveillance. Et la crainte qu'on a aujourd'hui, mais cette crainte, on ne demande qu'à entendre qu'elle soit dissipée, c'est que finalement la recherche et la surveillance soient dissociées, c'est-à-dire que on renvoie la recherche académique et les chercheurs à leur paillasse et que l'État se saisisse de la surveillance en oubliant que la recherche a quand même été l'éperon qui a permis d'avancer un peu dans cette crise. Et alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, les échanges qu'on a eus ces dernières semaines, notamment avec Santé publique France, qui est l'organe centralisateur de la donnée épidémiologique, c'est de nous dire, vous savez, les données Aubépine, finalement, nous, on ne les regarde pas. Alors, ils ont raison, sans doute, de ne pas les regarder. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elles ne sont pas publiées. Si vous allez sur le site de Santé publique France, qui édite chaque jour et chaque semaine un bulletin épidémiologique, vous verrez que les eaux usées ne sont jamais évoquées. Si vous allez en Grande-Bretagne, en Écosse, en Allemagne, aux Pays-Bas, vous verrez qu'à l'opposé, les autorités sanitaires ont intégré les signaux eaux usées dans les bulletins épidémiologiques. Bon, on en prend acte et on nous a gentiment expliqué que la donnée, pour être utilisée correctement en France, devait être validée par Santé publique France. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Donc cette notion d'expertise, quand bien même on publie, quand bien même on met les données sur la table, quand bien même on croise nos données avec celles de Santé publique France, eh bien on s'entend dire qu'elles ne doivent être encore validées. Alors validées, on n'a pas bien compris ce qu'il y avait derrière, mais on a bien compris le message, c'est que la surveillance et la recherche, aujourd'hui, en tout cas, telles que les choses sont conçues, et on peut espérer que ça change, sont largement dissociées. Alors, l'avis personnel que j'ai sur la question, il n'est pas de dire il y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Je crois que tout le monde en situation de crise essaye d'évoluer vers des solutions consensuelles, mais ça me pose, en tant que chercheur, en tant que citoyen également, de nombreuses questions sur la complexité de certaines thématiques qui, par nécessité, devraient être intégrées, devraient être multidisciplinaires. Et là, on est au cœur d'un mot qu'on n'a pas entendu aujourd'hui, mais qui est important en infectiologie et plus largement d'ailleurs, qui est la notion de santé globale. C'est-à-dire une vision de la santé humaine et de la santé animale et de la santé des écosystèmes dans lequel un dialogue doit se construire. Et ça, c'est nous, en tant qu'enseignants, on y est sensible. Cette sensibilité doit s'apprendre aussi à nos étudiants, doit s'apprendre aussi dans les universités et les grandes écoles. Et donc, en particulier, la médecine et la science doivent apprendre à co-construire des modèles et à dialoguer. Et là, on sent qu'il y a probablement un problème culturel qui a bloqué ce dialogue quasiment naturel. Alors, les objectifs d'Aubépine, ils sont aujourd'hui relativement simples, c'est de valoriser l'épidémiologie des eaux usées en tant que dispositif d'alerte et de surveillance dans le cadre du SARS-CoV-2, mais également au-delà dans la recherche des variants, ce qu'on fait déjà depuis presque un an, on travaille sur les variants dans les eaux usées, mais aussi d'assurer une surveillance pérenne de la circulation du SARS-CoV-2, et on a développé d'autres projets de recherche aujourd'hui sur d'autres virus respiratoires. Et puis on essaye de travailler en coopération avec des pays émergents, ou en tout cas des pays qui n'ont pas les mêmes moyens technologiques que nous, de manière à implémenter cette stratégie qui s'inscrit dans un rapport bénéfice-coût qui est absolument remarquable. L'autre vocation d'Aubépine, c'est de continuer à construire une approche qui doit rester multidisciplinaire. Si on a réussi à être réactif, c'est parce que la biologie a discuté avec les mathématiques, a discuté avec l'hydrologie, a discuté avec l'environnement.
Et donc ça, c'est important, avec un objectif quand même si nous sommes chercheurs et que nous devons publier, on a je crois, 14 ou 15 publications depuis 2 ans, l'objectif quand même, parce qu'on était en situation de crise, c'était le service rendu aux populations. Et ça, c'est un point qui reste important pour Aubépine. Et puis globalement, le constat qu'on fait, c'est qu'il faut trouver les outils pour qu'on puisse associer recherche et surveillance dans une démarche, encore une fois, où toutes les expertises doivent être prises en compte. Il ne s'agit pas de dire qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre, il s'agit déjà de créer un dialogue et de dire que dès lors qu'on est compétent pour mettre une idée sur la table ou pour prouver que cette idée est valable, eh bien, on doit en tenir compte dans la construction d'un modèle commun. Voilà, je voulais juste remercier les nombreuses structures qui nous ont aidés au tout début, notamment Sorbonne Université, et notamment la Faculté des Sciences a fait un énorme effort pour lancer le projet à un moment où on cherchait des fonds. Et puis, on a eu la chance, et on a surtout des collaborateurs extrêmement actifs, de lever des fonds. Et en 1 an et demi, on a quasiment levé 7,5 millions d'euros pour assurer la recherche et la surveillance sur le SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Donc, on espère que cette dynamique va s'inscrire au moins dans un moyen terme. Et puis, je tenais évidemment à remercier donc, les gens qui ont cofondé ce réseau à Haute-Paris, l'Université de Lorraine, à Sorbonne Université, l'IRBA et à l'IFREMER. Et là, la diapositive est trop petite, mais il y a des contributeurs majeurs. Stéphane Régnier nous a beaucoup appuyé, soutenu dans ces démarches-là. Dominique Vernet, également, a joué un rôle central en coordonnant les actions des différentes tutelles. Et elle dirige aujourd'hui le comité des tutelles qui préside au GIS Aubépine, et de nombreux autres collègues de l'université à différents endroits, Olivia Leroy notamment pour la gestion des contrats, qui a été un très très gros travail, l'équipe de mathématiciens animée par Yvon Madet ont joué un rôle central, et puis évidemment les laboratoires d'analyse, les opérateurs ont joué un rôle central, et on doit leur rendre hommage aujourd'hui dans la construction de ce dispositif. La question que votre exposé pose, c'est aussi la co-construction entre administration et recherche. On a le sentiment quand même que l'administration, d'abord, est prudente, alors par vocation, elle est prudente, mais elle met quand même beaucoup de temps à être persuadée. La position de Santé publique France, par exemple, est assez symptomatique. Comment vous interprétez ça? Alors, moi, je n'ai pas vraiment d'interprétation. Je crois qu'il y a d'abord plusieurs problématiques. C'est-à-dire qu'on a une administration, en tout cas sur ce dossier-là, qui s'est laissée au ministère de la Santé. Vous comprenez bien que les enjeux étaient importants. Il y a une activité, une demande extrêmement importante, une sollicitation extrêmement importante au ministère de la Santé. Donc, il y a probablement eu une saturation des tuyaux, ça c'est clair. Et en matière d'eau usée, évidemment, quand on commence à boucher les tuyaux, ça coince, ça constipe. Donc ça, c'est probablement un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est sans doute une méfiance. Alors, elle peut être légitime, encore une fois. Je trouve qu'en tant que scientifique, bien sûr qu'on interroge nos démarches, bien sûr qu'on est méfiant sur ce qu'on peut produire. Mais là où ça coince, c'est que autant entre nous, la publication reste un critère central dans la validation de la donnée scientifique, autant dans l'administration, on le voit bien dans les débats, quand on a des fois des discussions un peu surréalistes et on leur dit « mais vous savez que ça, nous l'avons publié dans des revues internationales », en face, on nous dit « oui, peut-être, mais enfin, en France, ce n'est pas comme ça que ça se passe, enfin, dans notre administration, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui compte, justement, on nous l'a dit, c'est l'expertise. » Et Aubépine, eh bien, aucun chercheur quasiment n'est expert de ces sujets-là. Alors, moi, j'aimerais qu'on me dise quels sont les experts du SARS-CoV-2 depuis 2 ans. Avant 2019, j'en connais pas beaucoup. Donc je pense qu'il y a un blocage de principe, et il y a un blocage peut-être qui tient au fait que l'idée était simple, en fait, terriblement simple. Certains nous en ont voulu peut-être de ne pas l'avoir eu avant nous, mais ça, c'est le problème de la recherche. Il faut mettre le doigt le premier et prouver le premier qu'on peut faire avancer les choses. Et puis une idée qui a peut-être mis en porte-à-faux une vision de la santé. Et là, je reviens quand même sur la nécessité de travailler en dialogue avec la faculté de médecine et de travailler en dialogue aussi avec les étudiants des cursus. C'est de leur dire qu'un malade ne commence pas aux portes de la Pitié-Salpêtrière. Un malade, eh bien, c'est quelqu'un qui une infection, c'est quelque chose qui va commencer très loin. On l'a vu à Wuhan, et les travaux de l'Institut Pasteur là, qui viennent d'être publiés le démontrent. L'épidémie, elle a commencé dans une grotte dans laquelle il y avait des chauves-souris qui hébergeaient un coronavirus qui est passé à l'homme par un processus qu'on n'a pas complètement décodé. Et ça, il faut vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, si on veut maîtriser les émergences, il va falloir qu'il y ait un dialogue constant entre les médecins, les scientifiques, et dans les scientifiques, il y a des mathématiciens, des agronomes, il y a des économistes, il y a des gens spécialisés en sciences humaines, et il va falloir apprendre à dialoguer de façon constante entre nous. C'est un vrai problème culturel à mon sens. Et les décideurs politiques qui sont au bout de la chaîne, eux, on le voit bien notamment, on a des contacts réguliers avec le cabinet du ministre de la Santé,
nous disent on a besoin de piloter, on pilote dans le noir. Et ils piochent les outils qui, à l'instant T, vont leur permettre d'orienter les réponses. Alors, les eaux usées ont été, à un moment donné, un des arguments utilisés par Olivier Véran. C'était lors de je crois, de la 3e vague, ou fin de la 2e, pour nous dire, écoutez, les niveaux baissent, on va pouvoir relâcher un peu la pression. Voilà. Et on a été cités comme étant ceux qui avaient montré que ça baissait. Alors, on disait, oui, ça baisse, mais enfin, c'est super, super élevé. Hein. On n'avait pas dit, c'est la fête et on enlève les masques. Mais vous voyez qu'en fait, le politique, moi, j'aimerais pas être à leur place, doit aussi prendre des décisions. On a vu la balance entre sanitaire et économique, le poids aussi psychologique qu'ont fait porter les mesures de confinement sur la population. Il faut arbitrer et on est appelé comme expert quand effectivement ça arbitre dans le sens qui est le bon sens à l'instant où on se parle. Voilà, donc c'est une vraie complexité. À mon sens, ça tient quand même beaucoup à une ouverture sur une culture de la transversalité qui n'est pas forcément celle de nos décideurs politiques aujourd'hui et qui n'est peut-être pas forcément non plus celle du monde médical tel qu'on le connaît en France aujourd'hui. Les positions sont parfois un peu différentes dans le monde médical à l'étranger. Et dans le même registre, il y a une question, puisque vous parliez tout à l'heure de dissociation, de risque de dissociation entre recherche et surveillance. Éric Guéhardy vous interroge en demandant est-ce que la surveillance opérationnelle n'est pas d'un autre registre que celui de la recherche. Bien sûr. Non, mais alors, il ne s'agit pas, c'est tout à fait pertinent comme question, il ne s'agit pas de faire la surveillance aux chercheurs. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Et ça, on a toujours été très clair sur le fait que les chercheurs d'Aubépine, même si on le fait aujourd'hui à la demande du ministère de la Santé, n'ont pas vocation à se saisir du dispositif de surveillance. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il y ait une connexion proche entre la recherche et la surveillance pour que on soit en mesure de transférer notre expertise très rapidement vers des systèmes opérationnels. Et donc, considérer aujourd'hui qu'il faut construire la surveillance à côté de la recherche, eh bien, c'est probablement prendre le risque d'être moins réactif si un jour un nouveau risque sanitaire émerge. Et c'est bien là où je pense que ce dialogue constant doit s'inscrire. On n'a pas les outils de ce dialogue, on n'a même pas les outils institutionnels du dialogue. Un projet comme celui d'Aubépine a mis autour de la table le ministère de la Recherche, le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur. Et même quand on a essayé de faire des groupes interministériels, on sentait que culturellement, il fallait qu'un ministère prenne le lead sur l'autre et il fallait à un moment donné que quelqu'un donne la température. Donc ça, il y a une culture à construire, une co-culture, y compris au niveau des ministères. Merci. Alors, il y a une question plus ponctuelle, enfin plus peut-être qui a trait au conflit d'intérêts, si je comprends bien. Quelle est la part du lobby des tests dans cette situation de confiance relative envers vos résultats? Et est-ce que le fait que le directeur de cabinet de la ministre de la Recherche soit un virologue a joué dans son appui? Alors ça, c'est extrêmement difficile à dire. Alors la relation d'intérêt, on peut la voir des deux côtés. Alors, tel que je l'entends, mais j'espère que c'est le sens de la question, on peut se dire effectivement, est-ce que la politique des tests massifs aujourd'hui ne traduit pas simplement la pression du monde pharmaceutique à finalement générer de l'argent? Alors ça me dérange toujours qu'on le dise comme ça, parce qu'on a quand même eu besoin de ça. À un moment donné, on était content de trouver les pharmaciens, on était content de trouver les laboratoires pour faire le boulot. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que quand on voit l'argent qui est investi et le bénéfice rendu, il faut s'interroger. Et c'est un peu le sens de l'échange que j'avais avec le journaliste dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il est sans doute très pertinent de dépenser autant en tests si les gens s'isolent, si les gens font du contact tracing, mais à chaque fois que j'ai posé la question de savoir quel avait été l'impact de la campagne de test sur l'isolement des gens et le contrôle de l'épidémie, eh bien, on me dit on rentre dans la sphère individuelle, on n'a pas des chiffres. On a quelques enquêtes, mais on n'a pas les chiffres. Donc, ce conflit d'intérêts, il est difficile à caractériser. Le fait est que la situation va, on peut l'espérer en tout cas, évoluer vers un virus qui va devenir moins virulent, vers une situation qui va peut-être se rapprocher de ce qu'on connaît avec la grippe, c'est-à-dire un virus saisonnier qui fera des dégâts chaque année, mais dans une dimension plus faible. Ça, c'est pour la France, hein, ce n'est pas vrai partout, mais pour la France, c'est ça. Et dans ce cadre-là, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de payer une campagne de tests alors qu'on ne le fait pas pour la grippe, par exemple. Donc, il va falloir rediscuter toutes les campagnes de tests individuels et réévaluer. C'est un problème de rapport bénéfice-coût et bénéfice-risque. On connaît ce système-là, il faut l'appliquer à l'évolution de la crise. Et cette crise est en train d'évoluer. D'ailleurs, une question vous demande, est-ce que on peut imaginer que cette surveillance soit étendue à d'autres infections ou contaminations? Alors, on est en train de travailler dessus. Hein. Je ne peux pas vous en parler, mais on a déjà des résultats tout à fait intéressants sur d'autres virus, hein, sur les sites pilotes.
donc des virus d'intérêt majeur qui circulent en France. Et on est en train, en France métropolitaine, on est en train de développer donc des projets vers d'autres types d'infections dont on aurait pu imaginer qu'elles n'aient aucun intérêt dans les eaux usées, et on retrouve néanmoins les agents pathogènes dans les eaux usées. Donc on pense que c'est une approche, faire parler les eaux usées pour éclairer la santé des populations, c'est vraiment un enjeu majeur dans l'avenir, et c'est quelque chose qui va se construire. Si ça ne se construit pas en France, c'est en train de se construire ailleurs. Aux États-Unis, ce ne sont pas des chercheurs académiques qui sont saisis du problème, mais ça, c'est culturel également. Ce sont des chercheurs sortis de l'université qui ont monté leur boîte, et cette boîte-là est rentrée en bourse il y a quelques mois. Voilà, donc un schéma qui n'a rien à voir, qui marche bien aussi, mais on voit bien aussi que culturellement, on a, et ça, moi, je n'en ai aucun regret, je suis très attaché au service de l'État. On a fait, nous, le choix de travailler pour l'État, de travailler pour le citoyen, d'utiliser nos salaires de chercheurs et d'enseignants-chercheurs pour mettre à disposition un outil qui puisse fonctionner, mais sans faire de bénéfices sur l'opération, ce n'était pas du tout l'objectif.